Alors, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. On va commencer l'émission dans une petite minute, le temps de faire mes réglages. Alors, ça je vais le couper, ça. Ok. Alors là, est-ce qu'on entend mieux? Apparemment c'est mieux. Alors ça c'est lequel? Ouais. Ok. Alors là, non, c'est un peu trop. Allô, là. Ok. Ouais, bah là ça a l'air bon. Alors, allô. Allô, allô, est-ce que là c'est mieux au niveau du son? C'est peut-être un peu trop fort. Allô, bon, on va laisser comme ça. Si on n'entend pas assez au niveau du son, n'hésitez pas à me l'indiquer et je ferai les modifications nécessaires pour qu'on entende mieux. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle le concept de l'émission. C'est une émission qui s'appelle Trader ensemble, donc le but c'est d'échanger et de partager. On va prendre des positions sur le compte réel de 1000 euros, qui est toujours chez le broker Active Trade. Et une fois qu'on aura terminé la série de trades, on fermera ce compte pour un compte chez ForexPlace. Si vous voulez participer en audio à l'émission, n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype. Je vous laisse mon pseudo Skype, c'est Fabien Web, tout attaché. Vous m'attachez et vous m'ajoutez, vous pouvez participer en direct à l'émission. Donc, pas grand chose de plus à signaler. Donc, je regarderai ça après. Donc, on va regarder où on en est. Alors, au niveau de nos positions, on a une position longue sur le dollar face au yen. Depuis hier soir, enfin cette nuit en fait, 5h19. Donc, avec un stop loss à 20 pips, un objectif à 20 pips, comme d'habitude, c'est une position court terme. Là, il y a pas mal de nouvelles qui vont tomber cet après-midi, donc ça va être intéressant à trader. À 13h45, on en a une première. On va voir quel impact ça a eu. Alors, a priori, ça peut avoir un impact énorme, mais ça a quand même amené une petite volatilité. Et ce sera surtout à 14h30 que ça risque d'exploser, avec la publication de pas mal de nouvelles relatives à l'économie américaine. Donc là, pour le moment, notre position longue sur dollar-yen se passe plutôt bien. On se dirige vers notre take profit, donc c'est très bien. Autre position en cours sur l'euro face au dollar. C'est une position à la vente à moyen terme, avec un objectif et un stop loss à 100 pips. On est gagnant de 18 euros sur cette position pour le moment, donc c'est plutôt pas mal. On va suivre ça attentivement. Alors on va aller voir du côté de... on va aller voir info du jour, voilà. Alors, pour information par rapport au chat, pour qu'il se mette rapidement à jour, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'ouvrir dans une fenêtre séparée. Alors pour ça, vous suivez le lien que je vous pose sur le chat. Vous l'aurez dans une fenêtre séparée en grand. Et vous l'ouvrez avec le navigateur Google Chrome. Voilà. À suivre les commandes. Voilà, donc on va suivre ce qu'il y a aujourd'hui. Donc pas mal de grosses news. Donc on va... Alors, pardon. Batterie d'indicateurs avancés concernant les commandes du secteur des services pour le mois de janvier. Nous aurons les chiffres pour le Japon, la Russie, l'Inde, le Brésil, mais aussi la zone euro et les États-Unis. En zone euro, la BCE annoncera la publication de son taux directeur pour le mois de février. Il devrait rester inchangé à 1%. Aux États-Unis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la dernière semaine de janvier. Côté entreprise, le groupe de luxe Hermès International publiera son chiffre d'affaires pour l'année écoulée. Deutsche Bank publiera également ses résultats annuels, de même que Mastercard et Royal Dutch Shell. La compagnie néerlandaise de l'énergie devrait dégager 18,2 milliards de bénéfices selon les analystes. Voilà donc les nouvelles que l'on attend pour la journée. On suivra ça attentivement. Donc au niveau de ce qui a été publié à 13h45, c'était l'annonce des taux d'intérêt qui a été inchangé, ce qui explique cette volatilité. Certes, il y a toujours des petits mouvements parce qu'il y en a qui avaient anticipé d'autres choses, mais c'est conforme aux attentes et c'est conforme aux annonces précédentes, donc pas de surprise à ce niveau-là. Alors, les prochaines grosses nouvelles, ce sera à 14h30. On aura notamment la conférence de presse de la BCE, les revendications du chômage US, les demandes d'indemnisation de chômage permanente relatives à l'économie américaine, la productivité non agricole, les coûts salariaux unitaires, et ensuite à 16h on aura d'autres nouvelles. On terminera à 19h avec un événement important, ce sera le discours du président de la Fed, Ben Bernanke, donc une après-midi très intéressante à suivre, qui devrait être assez volatile. Alors moi il me reste une position à prendre sur AUD-USD, on va voir ce qui se passe sur cette paire. La dernière position c'était un gain de 0,10, donc on a une position de 0,09 à prendre. Donc AUD-USD, où on en est? Alors on va dézoomer, on va se mettre en 15 minutes. On va enlever le... Ouais, on va enlever le RSI. Ok, alors je vais fermer mon cadre, voilà. Donc sur AUD-USD, on a une dynamique de fond qui est haussière à court terme. On marque cependant de plus haut, de plus en plus bas. Moi, ça me motive à prendre une position à la vente à 0,09.
Donc voilà, prise de position à la vente. Stop loss et objectif à 20 pips, c'est donc une position, court terme. Alors pourquoi cette position à la vente? Alors on va regarder le canal que l'on a ici. On a des cours qui évoluent au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, donc je suis contre la tendance. Ça c'est un mauvais signe dans le sens où c'est toujours plus facile de marcher dans le sens de la foule que contre la foule. Cependant je ne prends pas une position acheteuse et je ne regrette pas du tout cette position à la vente parce que comme je l'ai indiqué, eh bien on a deux plus haut, deux plus en plus bas, une espèce de double top qui se forme ici, mais encore mieux qu'un double top dans le sens où le second plus haut est plus bas que le précédent, ce qui indique vraiment un manque de force de la part des acheteurs. Ça fait suite à un gros mouvement qui nous avait certainement conduit en zone de surachat, là on va regarder si c'était le cas. Voilà, alors ici on avait été suracheté. Actuellement, voilà, comme j'ai dit, on a un retest de la résistance assez faible, et les vendeurs semblent reprendre en main le marché assez vivement. Alors l'idéal et un point technique important et intéressant, ça aurait été le franchissement à la baisse de la trendline, qui n'a pas encore été effectif. Du coup on anticipe, ça peut être risqué, mais ça peut être également plus intéressant, donc on va voir ce que ça donne. Alors si on prend un peu plus de recul, en 1 heure, la dynamique de fond est haussière, et là encore on a des plus hauts de plus en plus bas, donc une phase d'hésitation. D'ailleurs si on se met en 1 heure, on peut voir un espèce de triangle long terme, et on semble venir buter sur la résistance, donc on a une zone de rebond potentiel assez intéressante ici. Donc pas de regret au niveau de ma prise de position, et le triangle s'explique aussi par des plus bas de plus en plus haut. Mais nous dans le cas de notre position à court terme, on a une zone de résistance, donc c'est un bon point également. De plus, là ces dernières bougies, les vendeurs ont eu tendance à reprendre en main le marché, donc on est dans le sens du mouvement court terme, même si on est contre la tendance de fond. Donc on va suivre ça attentivement. Alors, sur ce, on a 3 positions en cours, donc on va regarder notre cadre terminal. Donc on a remboursé le spread déjà sur l'AUD-USD, donc le dollar australien face au dollar américain. On est gagnant de 25 € sur la position à moyen terme sur l'euro-dollar. On est rentré à 1.3786, les cours sont actuellement à 1.3752. Donc il nous reste du chemin avant les 100 pips, hein. Notre objectif étant à 1.3686. On va laisser courir ça. Donc on a atteint notre objectif, ça y est, sur le dollar face au yen, donc avec une position de 0,10 lots, ce qui entraîne un gain de 17,77 €. Donc on va regarder où on en est. Alors là on a une belle accélération haussière, on est en train de franchir les précédents plus hauts. Je vais pas hésiter, je reprends une position directement à l'achat sur le dollar face au yen. Voilà, c'est fait. Stop loss objectif à 20 pips, donc là je vais dans le sens du mouvement. Je pense à une poursuite du mouvement et à un franchissement des précédents plus hauts qui avait été marqué hier, il me semble, alors que je dis pas de bêtises. Voilà, c'était ici, donc oui, c'était bien hier à 18 h, donc on était dans l'émission quand il y avait eu ce plus haut, d'ailleurs, je me rappelle. Donc là, je vais parler sur un franchissement à la hausse. Alors, si j'aurais été patient, j'aurais pu attendre qu'on franchisse concrètement le précédent plus haut, mais pour pas rater le début du mouvement, j'ai préféré prendre position dès maintenant, donc vraiment poursuivre le mouvement. On va voir ce que ça donne. Depuis, je suppose que ça va être une après-midi volatile vu toutes les nouvelles qui vont tomber. Donc je vais plutôt être dans l'optique suivi de tendance en espérant qu'il y ait des gros mouvements. Alors l'euro-dollar en 1 heure, on accélère pas mal à la baisse, ça c'est bon pour nous. Salut Dream, alors salut Commu qui vient de nous rejoindre, salut à tous. Si vous avez des idées de paires ou si vous avez des analyses à publier, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, encore une fois. Donc le but c'est de faire une émission en commun. Alors sur ce, on a nos 3 positions en cours, elles sont toutes très clairement entourées de stop loss et d'objectifs, donc on n'a plus à s'en soucier. On va simplement suivre les résultats. Donc sur ce, on va aller voir ce qui se dit du côté des analyses de nos partenaires. Alors, on va aller voir sur YouTube. Alors ça c'était bon. Ok. On va regarder ce qu'il en est du côté du CAC. Alors tiens, j'avais une position en cours là sur... voilà, alors, petite explication par rapport à cette position. Là je suis sur le compte FX Pro. C'est aussi un compte réel. Alors je vais vous expliquer ce compte réel, comment il fonctionne. Alors vous savez, moi j'ai ce site internet, videobourse.fr. Et donc je gagne de l'argent avec les pubs et notamment avec les brokers. Quand je rapporte des clients, je touche ensuite une petite part du spread, donc une petite part des commissions générées par les clients. C'est ce qu'on appelle le statut d'apporteur d'affaires. Et en général, ces commissions sont créditées sur un compte de trading. Par exemple, chez FX Pro, elles sont créditées sur un compte de trading. Et pour pouvoir faire un retrait, il faut au moins que j'ai 100 € sur ce compte. Là, le mois dernier, ça m'a rapporté 45 €. C'est pas suffisant pour faire le retrait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une position. Et à moyen terme, une position qui me semblait intéressante, c'était une position à la vente sur l'euro-dollar. Donc à moyen terme. Et donc j'ai pris cette position. Et donc dès que j'atteins 100 € d'équité, je coupe ma position. Je suis à 86 € là, donc on va suivre ça attentivement.
Mais autrement, je prends surtout FX Pro pour surveiller les futurs, et notamment le CAC 40. Le CAC 40 qui rebondit plutôt à la baisse pour le moment. Donc c'est plutôt le scénario baissier et le scénario de rebond sur la résistance. Ça c'est pile poil sur la même résistance des 4089 qui se dessine. Et donc là on pourrait éventuellement à court terme avoir une prise de position intéressante si on clôture comme ça ce soir pour rallier les 38,2% de retracement de la dynamique baissière qui avait été liée à la crise des subprimes ou le ralliement du support oblique haussier qui conduit le mouvement haussier depuis les plus bas de mars 2009, donc lié à la crise des subprimes. Donc on va suivre ça attentivement. On va regarder l'avis de Gilles du site boursercoté.com à propos justement du CAC 40. Alors on regarde ça tout de suite. Ça avait été publié sur Vidéo Bourse, je crois. Alors, on fera également un point à la mi-séance sur les marchés avec boursier.com. Voilà, l'analyse... non, c'était l'analyse Forex. Voilà, l'analyse du CAC 40. On regarde ça tout de suite. Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du... Ok. Bonjour, c'est... Décidément, désolé, c'est un peu loin à charger. J'ai mis en HD, j'ai mis en plein écran, à chaque fois ça recharge, je sais pas pourquoi. Donc on va laisser courir. Alors... Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 2 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, séance très intéressante et très technique puisque nous allons voir... Bon, je vais réduire la qualité, désolé, mais décidément c'est... Voilà. Ok. que les zones techniques que nous avons définies hier ont joué un rôle tout à fait particulier sur cette séance. En effet, après une ouverture sur un gap haussier, je rappelle que le plus haut d'hier se situait ici à 4078,48, et bien l'ouverture s'est faite sur un gap haussier puisque nous avons ouvert à 4084,75, le plus haut a été marqué à 4089,64, pardon. Le gap a été comblé puisque le plus bas a été marqué à 4049,74 avant de revenir en clôture à 4066,53. Nous perdons 0,15% sur cette séance, 6 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. C'est une petite séance de baisse qui ne remet pas du tout en cause ici la tendance très court terme haussière puisque nous avons toujours des plus bas de plus en plus haut, ainsi que des plus hauts de plus en plus haut. Inscription d'un nouveau plus haut annuel aujourd'hui, puisque nous avons cassé ici les 4079. Au niveau des indicateurs, nous avons toujours un RSI ici très proche de sa zone de surachat, un stochastique lui qui a du mal à en sortir, un MACD toujours aussi hésitant, qui aurait une progression, malgré aujourd'hui une progression haussière, qui aurait une progression négative un petit peu, je dirais, sur le moyen court terme. Et puis au niveau des volumes, c'est intéressant ce que nous pouvons constater aujourd'hui, puisque sur une séance baissière, nous avons des volumes inférieurs par rapport à ce qui se fait d'habitude, puisque si vous regardez sur les derniers volumes, nous étions toujours supérieurs à la moyenne, à part ici sur cette séance de baisse, mais finalement aujourd'hui, séance de baisse dans des volumes, toujours dans la moyenne. Donc c'est ce qui implique que en fait nous avons des volumes supérieurs à la moyenne sur les séances de hausse, alors que nous avons ici une séance de baisse avec des volumes inférieurs par rapport aux autres séances, ce qui nous fait dire que la tendance de fond reste pour l'instant haussière, malgré aujourd'hui cette petite baisse que nous avons eue. Au niveau des indicateurs techniques, c'est très intéressant ce qu'il s'est passé aujourd'hui, puisque rappelez-vous, je vous avais défini ici la zone des 4088,2 comme étant une zone assez difficile à franchir puisque ça correspondait au plus haut annuel de l'année 2010, et bien nous l'avons franchi et puis nous avions tracé hier. La ligne bleue correspond à la résistance haussière que nous avions tracée hier. D'un point de vue un peu plus moyen terme, rappelez-vous, on avait pris cette droite et puis on avait essayé de la reporter en essayant des points hauts. Où je vous avais expliqué que si le marché avait du mal à monter, c'était justement parce que on avait une accumulation ici de zones techniques à dépasser. Je rappelle donc comment nous avions défini ici cette droite, puisque nous étions passés ici
proche d'un plus bas. Nous avions défini deux plus hauts et nous avions vu qu'elles correspondaient au plus haut que nous côtoyons sur ces dernières séances. Si nous nous rapprochons, c'est assez net. Le plus haut ici du 27 janvier. Et bien aujourd'hui c'est très intéressant puisque le plus haut donc est venu se loger sur cette zone technique qui correspondait d'une part à la zone des 4088 points, puisque à un point près on peut considérer que c'est cette zone qui a fait résistance, et de plus nous avions conjugué à cette résistance horizontale eh bien, la résistance légèrement haussière d'un point de vue plus moyen terme, qui a donc stoppé les cours et donc provoqué une consolidation bien aidée par les événements géopolitiques que nous traversons en ce moment, notamment au niveau de l'Égypte. Alors, la tendance de fond n'est pas remise en cause. On voit bien ici au niveau des volumes que l'évolution nous permet de continuer à croire ici à une continuité de la hausse. Alors maintenant, il faudrait casser ici cette zone technique qui, une fois cassée en clôture, nous libérerait certainement une belle énergie pour aller chercher de nouveau plus haut. Les signaux haussiers seraient assez forts, donc les marchés l'intégreraient d'une manière assez puissante pour pouvoir continuer la hausse. Donc nous pouvons maintenant supprimer ce retracement de Fibonacci et nous verrons ici quels seront les prochains potentiels haussiers que nous aurons au niveau de cette tendance si toutefois nous arrivons à franchir ces résistances. Du point de vue des signaux, eh bien, nous avons eu encore un signal perdant aujourd'hui, puisqu'avec une clôture qui a cassé les 4080 qui correspondaient au plus haut de cette tendance, nous n'avons pas réussi à aller marquer un plus haut assez éloigné pour aller financer ce stop. Et donc, avec un plus bas ici aux alentours des 4050 points, le trade a été stoppé et donc il y a encore un trade perdant. Alors c'est vrai que nous avons un peu plus de trade perdant en ce moment, c'est parce que tout simplement la dynamique haussière, enfin la dynamique de tendance par rapport aux supports et résistances horizontaux, eh bien n'est pas assez forte pour aller marquer tout de suite des plus hauts assez significatifs et donc nous faire prendre des trades gagnants. Ce sont des choses qui arrivent, les tendances ne sont pas toujours assez puissantes. Quoi qu'il en soit, malgré ce manque de puissance, eh bien, nous arrivons encore une fois aujourd'hui à faire un gain sur un trade TurboCAC. Je rappelle que TurboCAC, c'est la stratégie maison que j'ai écrite donc, personnellement et qui permet depuis quelques temps, avec un fort taux de réussite, d'enchaîner les trades gagnants, puisque sur les 10 derniers trades, nous avons seulement 2 trades perdants et tous les autres sont gagnants, ce qui nous donne un taux de réussite de 80%, ce qui est assez intéressant. Et donc nous détaillerons ça en fin de semaine au niveau des signaux TurboCAC. Donc aujourd'hui, signal gagnant quasiment sur les plus hauts de la séance. Donc c'est toujours intéressant de boucler des signaux sur des séances comme ça. Voilà donc ce que l'on peut dire au niveau de l'analyse du CAC pour aujourd'hui. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Alors oui, je voulais rajouter aussi que bon, sur le chat, je vois beaucoup de gens qui sont contrariés à savoir que nous sommes dans une tendance haussière ici. Et puis beaucoup d'entre vous se sont posé la question à savoir s'il fallait shorter cette zone. Alors là aujourd'hui c'était bien joué puisque nous avions une forte zone de résistance. Ce qu'il faut savoir juste, c'est que dans une tendance haussière comme dans laquelle nous sommes, eh bien, le potentiel haussier sera toujours plus fort que le potentiel baissier, à savoir que sur une prise de position comme ça, on peut venir chercher quelques points sur un retracement. Par contre, si nous prenons ici des plus bas, le potentiel plus haut sera plus élevé puisque nous allons chercher ici à aller chercher des objectifs sur des nouveaux plus hauts. Donc voilà pourquoi j'ai toujours du mal à prendre des trades à contre-tendance. C'est tout simplement parce que la probabilité est plus grande de prendre plus de points dans le sens de la tendance que dans le sens inverse. Et donc quand on sait que les signaux de trade sont une histoire de probabilité, je préfère me placer du côté des probabilités les plus favorables. Voilà tout simplement pourquoi j'évite de prendre des trades à contre-tendance. Alors bon, c'est un exercice, personnellement, je respecte tout à fait les gens qui le font, mais voilà pourquoi je suis des fois, je suis un petit peu étonné de voir autant de gens prendre des trades à contre-tendance. C'est parce que tout simplement les probabilités sont moins grandes de faire des plus-values sur des mouvements comme ça. Voilà, donc je vous redis encore une fois merci pour votre attention, merci surtout pour votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le chat en ce moment, beaucoup de personnes, beaucoup d'échanges très constructifs, c'est vraiment très agréable.
et puis beaucoup de participation. Donc merci donc à vous tous pour ça, pour faire vivre le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo du CAC 40. Rendez-vous sur l'analyse Forex tout de suite, puisque cette vidéo donc a été séparée, et donc vous pouvez la retrouver dans la partie Forex, vidéo Forex, et donc vous avez une analyse des principales paires de devises Forex des marchés pour la journée d'aujourd'hui. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention, à bientôt, et bonne soirée. Ok, donc voici l'analyse technique toujours très complète. Alors, Doud nous dit trop compliqué pour moi. Ah oui, ok, donc il parle de l'arbitrage. Mais une analyse toujours très intéressante, très détaillée, notamment, c'est intéressant pour tout le monde, hein, mais notamment pour les débutants parce que Gilles prend vraiment le temps d'expliquer ce qu'il fait, ce qu'il analyse, etc. Alors, au niveau de nos positions en cours, ça se passe moyennement. Alors, ça se passe bien pour l'euro-dollar qui est toujours bien orienté, même s'il n'y a plus grand mouvement. Alors, il est 14h08. À 14h30, ça va vraiment exploser, ça c'est sûr. Ça peut aussi bien partir dans l'autre sens que contre nous. Mais là, pour moi, on a tendance à un peu stagner. D'ailleurs, si on baisse dans les unités de temps, on voit bon, la dynamique toujours baissière. Il y a quand même du mouvement, donc je suis un peu menteur. Mais depuis tout à l'heure, c'est vrai que ça évolue pas énormément. On est à 29 euros de gain, ce qui est pas mal. AUD-USD, là aussi, on stagne. On est toujours au niveau de notre point d'entrée. Moins 65 centimes ou 0 euros. Ça varie assez peu. La mauvaise position, c'est sur le dollar face au yen japonais. On voit, bah voilà ce que j'ai tout à l'heure, j'ai été trop impatient, j'ai pas attendu le franchissement à la hausse de la résistance précédente, des 81.84, qui pour le moment tient bon et a repoussé les assauts haussiers. Alors cependant, je me décourage pas. On est revenu prendre appui sur la zone des 23,6% de la dynamique baissière que l'on a tracée, on peut avoir ici en 15 minutes, depuis les plus hauts du 27 janvier à 83,18. Le mouvement reste quand même haussier et on sent que les acheteurs ont de la force. Hein. Là, si je me place en 5 minutes, là ça peut être un bon point d'entrée justement, pour quelqu'un qui est patient. On peut avoir un bon point d'entrée à ce niveau si on veut jouer les phases de rebond. Autrement, si on veut jouer un signal de continuité ou un signal d'explosion, un signal de breakout, on peut attendre le franchissement à la hausse des 81,84. Donc pas de gros changements, des cours qui évoluent pas énormément là. On les sent assez attentifs. Attentiste jusqu'à 14h30 où là on va avoir une sacrée volatilité hein. Vu l'ensemble de nouvelles qui va arriver, on va forcément avoir des surprises, également des anticipations, peut-être quelques délits d'initiés qui vont amener des mouvements avant l'heure, donc on va voir ce qu'il en est et on va suivre ça attentivement là. Les prochaines 40 minutes vont être très intéressantes, ça c'est certain. Alors je vais faire un point sur ce qui a été dit sur le marché. On a Doud sur le chat, on a Doud qui nous a rejoint. Alors on a Commu, salut Dream, bonjour, je ne suis pas trop en retard pour le live. Alors non, on a commencé il n'y a pas longtemps, ça vient de commencer. Tu trades en ce moment? Oui, j'ai vendu le CAC 40 ce matin et toi? Alors sympa Doud, alors tu as vendu sur quels critères? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu as vendu sur justement le rebond sur cette zone de résistance apparente ou sur autre chose? Doud nous dit c'est à cause de ce qui s'est passé en Égypte cette nuit. Non, je mets ça à l'arbitrage CAC DAX. Ah oui, on en a parlé hier, alors justement, est-ce que tu peux nous en dire plus, Commu, sur quoi repose cet arbitrage? Je sais plus qui m'en a parlé hier sur le chat, on m'a dit de voir avec toi si je voulais en savoir plus, alors Commu, ça peut être intéressant, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux présenter ta stratégie, par exemple, soit sur le chat, soit sur le forum? Ça peut être intéressant, donc si tu as le temps de faire ça, ça peut être vraiment sympa. Moi, je sais ce que c'est que de l'arbitrage, mais j'aimerais en savoir plus, les modalités, les critères qui te font entrer sur l'un ou sur l'autre, etc. L'Égypte, alors apparemment il y a eu des événements cette nuit. Alors est-ce qu'on peut me dire ce qui s'est passé? Je vais aller me renseigner par moi-même. Mais ça bien sûr c'est des nouvelles importantes, même si ça ne concerne pas directement la bourse, ça impacte directement les marchés, et notamment les indices. Donc dans le cas de l'étude du CAC 40 c'est très important. Et également les devises aussi. C'est de la macroéconomie. C'est pas vraiment de la macroéconomie, je dis n'importe quoi. C'est je veux dire c'est des... Je dis ça dans le sens où c'est des informations qui ne concernent pas précisément des éléments économiques, mais qui inquiètent les investisseurs et qui peut jouer et qui peut faire valoir les valeurs refuges ou justement les valeurs qui sont plutôt corrélées à la croissance et à la bonne santé économique. Donc ça peut avoir un impact tout à fait significatif. Donc je vais aller voir ce qui s'est passé. Alors mon fil d'actualité, je sais pas, je vais aller sur actualité. Alors, je vais aller voir sur l'Égypte. Voilà. Actuel correspondant à l'Égypte. Appel de grève générale mardi.
En direct des manifestations au Caire, alors que dans l'actualité en Égypte, on entame la 7e journée de mobilisation anti-gouvernementale, c'est le statu quo, un appel à la grève générale a été lancé, Hosni Moubarak n'entend pas démissionner du gouvernement, et la rue ne veut pas capituler. Il ne veut pas capituler. L'opposition tente de prendre la main, menée par Mohamed El Bardé. L'opposition et Mohamed El Bardé ont lancé un appel à la grève générale en Égypte ce mardi à une marche géante. Les manifestants tentent de rallier l'armée à leur cause, faire tomber Hosni Moubarak. D'après l'actualité en Égypte, le bilan fait état de 125 morts et des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place Al-Tahrir jour et nuit. L'appel et la grève générale de ce mardi sera-t-elle suivie en Égypte? D'après les informations de l'Express, le couvre-feu... Alors ça c'était de quelle date? Parce que si il parle de mardi... Bon, j'ai pas la date... Ok, c'était le 31 janvier, super, c'est pas ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas bien fait Google, je pensais qu'il était bon Google là. On va aller voir. Alors est-ce que vous avez des liens pour suivre l'actualité en Égypte? On peut voir les news Yahoo, tiens, je pense que ça c'est à jour. Ok, il y a 10 minutes. Le Caire, ok. Les chars de l'armée font reculer les partisans de Moubarak. L'essentiel, la situation reste extrêmement tendue ce jeudi. Les violents affrontements d'hier après-midi, place Al-Tahrir, sont poursuivis cette nuit avec, à partir de 4 h du matin, des coups de feu. Il y aurait au moins 5 morts et des centaines de blessés. Des tirs nourris sont attendus aux abords de la place Al-Tahrir, dans le centre du Caire, théâtre d'accrochage entre partisans et opposants du président égyptien. À voir des images du climat sur la place à la mi-journée. Les groupes français de bâtiments et de travaux publics, Vinci et Bouygues, associés à les constructions en ligne de 3 métros du Caire, ont décidé d'organiser le retour de la quasi-totalité de leurs quelques 180 expatriés et de leurs familles en Égypte. Des chars de l'armée font le mouvement pour empêcher des partisans du président Hosni Moubarak de parvenir à la place Al-Tahrir, selon une journaliste de l'AFP sur place. Les chars cherchent à empêcher que les pro-Moubarak arrivant dans le secteur depuis le pont du 6 octobre s'approchent de la place Al-Tahrir au centre du Caire où sont réunis par milliers de manifestants qui réclament le départ du président Moubarak. Ok, donc bref, la situation reste tendue, mais rien de particulier. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à l'indiquer. Précise à ce sujet. Donc 14h14, encore 15 minutes avant la publication des nouvelles. Alors sur la position sur FX Pro, on est gagnant de 41 €, là ça bouge pas trop. C'est le cas également sur ActiveTrade, donc pas de gros mouvement, 22 € de gain en cours. Dollar-yen, on repart à la hausse, donc ça c'est bon signe, c'est plutôt bon pour nous, et ça justifie un peu ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la prise de position sur phase de rebond. Alors on va suivre ça attentivement. Autrement, par rapport à la position moyen terme sur l'euro-dollar, cette situation en Égypte me rassure. Alors, je fais pas de cynisme ou quoi que ce soit, hein, c'est simplement en tant que trader, dans le sens où cette situation ne peut amener que de la tension. Et on sait que le dollar est une valeur refuge par rapport à l'euro. Combien même ça irait mieux en Égypte, ce serait pas l'euphorie et tout le monde se dirait pas, bah c'est super, on reprend confiance, etc. Donc ça pourrait pas aller dans le sens de l'euro. Ça pourrait pas aller contre la valeur refuge. Par contre, si ça part vraiment en vrille, là, ça peut vraiment jouer pour la valeur refuge et aller dans le sens de l'euro. Donc ça, c'est pas le seul argument, mais c'est un des autres arguments qui vont dans le sens d'une prise de position à la vente sur l'euro-dollar, ou aussi bien sur les indices, je pense, en ce moment. Voilà, c'est une petite information d'ordre fondamental. Alors, merci Doud pour le lien en Égypte. On regarde ça rapidement. Reprise des heures au Caire. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? C'était à 13h48. D'ailleurs, on reprit jeudi à la mi-journée entre partisans et opposants. Plus de 24 heures après les débuts des violences qui ont fait au moins 6 morts et plus de 800 blessés. Place Al-Tahrir. Ok. Bon, pas grand-chose de nouveau apparemment. Donc, on va pas faire le point plus longuement que ça parce que ça ne concerne pas directement le trading. Je vais faire le point sur ce qu'ils disent sur le chat. Alors, oui, j'ai vendu le CAC ce matin, bien vu. C'est à cause de ce qui s'est passé en Égypte cette nuit. Non, je m'essaie à l'arbitrage CAC-DAX. L'arbitrage, c'est quoi? Long, short. C'est trop compliqué, vous l'avez vu. Ça consiste à se mettre long sur le plus fort et short sur le plus faible. En ce moment, long DAX, short CAC. En fait, tu trades le ratio DAX-CAC. Alors, comment tu représentes ce ratio et comment tu repères l'indice qui est plus fort que l'autre en fait? Quel est ton indicateur de force du marché commu? Ça peut être intéressant. Alors, je vais faire un petit tour du côté action. J'avais hier un client que j'avais eu en formation individuelle qui avait une position à l'achat sur LVMH, donc j'ai envie de suivre un tout petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Étant donné que le CAC souffre assez, non, ça résiste pas mal, moins 0,20%. Donc il est acheteur sur cette position,
LVMH, donc il y a des publications qui vont tomber vendredi. Je sais pas s'il y en a qui suivent un peu le marché actions, qui ont des positions sur les actions. N'hésitez pas à me donner même des idées de titres particuliers, hein, en particulier à suivre, ça peut être intéressant. Alors là, on regardait justement le CAC 40. Alors le DAX, on va voir s'il est dans le même sillage. Eh bien non. Donc encore une fois, aujourd'hui, on a un CAC qui s'écroule. Enfin, qui s'écroule, c'est un bien grand mot, c'est moins 1,22%, c'est pas énorme. Et puis, on a eu une grosse journée aussi la dernière fois. Mais c'est quand même une belle séance baissière. Alors que sur le DAX, dans un même temps, donc alors, je vais voir si on n'a pas de retard. Voilà, on a une journée qui est légèrement baissière, mais vraiment pas très franc. On a plutôt un quasi d'audit, donc on sent une force haussière et on sent une belle résistance des acheteurs sur le DAX. D'ailleurs, à plus court terme, là j'avais tracé le canal haussier moyen terme. À plus court terme, on est dans une dynamique encore plus haussière qui tient bon pour le moment, qui souffre un petit peu. On va voir s'il n'y a pas des divergences, notamment du côté du RSI, puisque c'est le type de configuration où on retrouve des divergences bien souvent. Bien si, on a une belle divergence, hein, tout de même du côté du RSI, donc est-ce qu'il y a un moment où ça va être comblé ou est-ce que c'est un faux signal? À voir. Mais a priori, s'il y a un franchissement à la baisse de la trendline haussière, donc du support oblique haussier, on aurait un point d'entrée technique assez intéressant pour rallier le support oblique haussier moyen terme, parce qu'on a une divergence baissière qui n'a pas été comblée au niveau du RSI par rapport au cours réel, et on aurait la cassure d'une trendline, donc deux points techniques assez intéressants. Pour le moment, le DAX semble bien résister, mieux que le CAC 40, donc moins sujet aux inquiétudes externes que le CAC 40, ce qui est assez surprenant puisque l'Allemagne est un pays qui exporte très largement, donc qui est dépendant des pays extérieurs. Alors on va aller voir d'autres produits qu'on peut analyser, 14h19, avant de s'intéresser précisément à nos positions en cours et à suivre la volatilité que vont amener les positions, les annonces qui vont être faites. Alors là, on a regardé le CAC. Ce serait pas intéressant de regarder le Nikkei, si je le trouve. Alors ça, c'était le Dow Jones. Là, ça va être le S&P. Voilà, le Nikkei. Alors, on va appliquer notre template. Ok. Donc, je vais mettre en journalier. Alors, le Nikkei avait beaucoup souffert, notamment pendant la crise. Donc on avait un Nikkei qui était passé de 18 343 points à 7000 points, ce qui est énorme. Voilà, c'est conforme à ce qui s'est passé sur les autres places boursières, mais voilà, 3 x 6, 18, donc on a quasiment divisé par 3 le Nikkei. Hein, et on se rend compte également que là encore, notamment le Dow Jones a été divisé par 2, alors que la bourse de Paris a été divisée par 3. C'est également le cas des bourses japonaises, donc une crise qui vient des États-Unis fait plus de dégâts sur les bourses étrangères que sur les bourses américaines, a priori. Il faudrait regarder ça plus précisément, et sur les autres bourses également, Nasdaq et S&P, mais a priori c'est le constat qu'on peut faire, donc on y a regardé. De toute façon, en ce moment on est un peu dans notre série indice, on fait pas mal d'analyses d'indices à moyen terme. Donc depuis mars 2009, là aussi on est dans une période de reprise en main du marché par les haussiers. La reprise en main est vraiment timide, un peu comme ce que l'on a sur le CAC. D'ailleurs c'est le même type de scénario, c'est-à-dire qu'on a retracé 38,2 alors que sur beaucoup de places, notamment sur le Dow Jones ou sur le DAX, on a retracé plus de 61,1%, voire dépassé les 75%. Donc qu'est-ce que ça indique? Ça indique que le Nikkei a du mal à se reprendre, à une reprise plus molle que les autres pays cités précédemment, donc Allemagne et États-Unis. Ça peut également indiquer que si la reprise est effective par la suite, on aura un potentiel de retracement plus important que ce qu'on a sur les autres indices. Et inversement, si on a des inquiétudes qui reprennent, on sera peut-être moins sujet à accélérer à la baisse, ce qui n'est pas forcément vrai, que sur les autres indices qui ont largement repris. Donc on a un canal haussier désormais depuis mars 2009, qu'on a ici, qui est représenté en bleu sur le graphe. D'ailleurs, la tendance baissière, je vais la mettre en rouge, pour bien séparer les deux. Voilà, en marron. On est à 38,2, on a ensuite retracé, on est revenu tester un plus bas qui a permis de tracer notre support oblique haussier. Désormais, on est en phase de reprise en main du marché par les acheteurs. Depuis le franchissement à la hausse des moyennes mobiles, on a désormais les 3 moyennes mobiles qui évoluent à la hausse, les cours qui évoluent au-dessus des moyennes mobiles, et la 50 qui évolue au-dessus de la 100 qui évolue au-dessus de la 200. Donc on est bien dans une dynamique haussière. On a eu une phase de rebond et une prise d'appui sur la moyenne mobile exponentielle 50 il y a peu de temps. Et là, on a une reprise en main du marché par les acheteurs. A priori, moi je serais plutôt pour un achat sur le Nikkei. Après, il faudra étudier la situation fondamentale du Japon. Je sais qu'elle a été très difficile. Et je pense que c'est depuis les années 90 et que les bourses nippones ont largement payé
Enfin, en tout cas, en largement, je pense que ces inquiétudes ont été prises en compte dans le cours actuel. Donc, pour moi, une prise de position acheteuse n'est pas stupide compte tenu de ces informations. Maintenant, il faut aller voir plus loin, notamment du côté fondamental. Donc, certains ont des vidéos, des articles relatifs à la situation fondamentale du Japon. Ça peut être intéressant à étudier. Mais moi, a priori, en journalier, dynamique de fond haussière, phase de repli à court terme et retest de la moyenne mobile exponentielle 50 avant une reprise en main du marché par les acheteurs. On est plutôt dans la partie basse que dans la partie haute du canal haussier. On a retracé au maximum 38,2 alors que sur d'autres indices on a retracé jusqu'à 75%. À part l'Egypte, macroéconomiquement, on a plutôt des bonnes nouvelles. Alors après, on a un duel entre Japon et Chine qui a largement été remporté par la Chine qui peut être inquiétant. Donc comme j'ai dit, fondamentalement, il faut aller voir plus loin. Mais techniquement, a priori, on aura plutôt un signal d'achat. Alors on va aller voir du côté du RSI, de notre oscillateur. Alors on n'avait pas eu de vraie divergence baissière. Donc rien à signaler de ce côté-là. Donc plutôt acheteur sur le Nikkei. Alors, si je devais prendre position, dès maintenant on peut prendre une position. L'idéal ça aurait été hier matin. Mais dès maintenant on peut prendre une position. Autrement, pour ceux qui veulent attendre un signal plus précis et peut-être un signal plus explosif, une accélération haussière potentielle plus probable, attendre le franchissement à la hausse des précédents plus hauts qui avaient été marqués le 12 janvier dernier à 10 657 points. Donc à ce moment-là, on pourrait jouer le breakout pour le ralliement par exemple des 38,2%. Alors l'objectif pourrait être les 38,2%, donc sous les précédents plus hauts qui avaient été marqués en avril 2010. Ces 38,2 se situent à 11 312 points. On irait chercher donc juste en dessous pour ne pas risquer de se prendre cette zone de rebond et de frôler notre objectif avant de se retourner. On peut par exemple aller chercher 11 285, ça me semble pertinent. Pour ceux qui veulent vraiment pas serrer, on peut aller chercher 11 250. Voilà. Au niveau du stop loss, pour ceux qui aiment serrer leur stop loss, avoir un ratio gain-perte largement supérieur à 1, on peut le placer en dessous des plus bas qui avaient été marqués le 31 janvier dernier. Donc en dessous des 10 189, par exemple à 10 180 ou 10 175. Autrement, on peut le placer sous les moyennes mobiles exponentielles. Donc là, la moyenne mobile exponentielle 200, qui est la dernière de la vague, se situe à 985 points. On pourrait le placer par exemple à 9080 ou 9975. Enfin, ceux qui aiment les stop loss larges et qui aiment laisser respirer les cours, mais qui sont aussi plus confiants dans un scénario et dans une dynamique haussière à moyen et long terme du Nikkei, pourront se protéger sous la trendline haussière. Donc actuellement, ça amènerait un stop loss à 9126 points. Voilà ce que je pourrais dire sur le Nikkei. Alors comment pourrait apparaître un scénario baissier? Eh bien, en cas de franchissement à la baisse des moyennes mobiles exponentielles, on pourrait prendre une position à la vente pour le ralliement de la trendline baissière, ou les plus prudents pour attendre un franchissement à la baisse de la trendline baissière. Alors attention cependant, on a eu des plus hauts de plus en plus bas, voilà comme on le voit ici. Il faut s'assurer que c'est pas un triangle, mais c'est simplement un drapeau, donc on peut également attendre la sortie à la hausse de la trendline baissière pour un signal technique précis. 14h25, dans 5 minutes, on va voir nos nouvelles, donc on va se protéger, on va se préparer, pardon. Je vais aller déjà ouvrir Forex Factory pour avoir les chiffres en direct. Donc je vais aller me placer tout de suite. Alors. Et on va aller voir ce qui se passe du côté de notre compte court terme, enfin de notre compte réel Active Trades. Alors, ça se passe bien du côté de l'euro-dollar, même si on a une petite phase de correction. Et on est revenu tester la moyenne mobile exponentielle 100 qui est en bleu marine sur notre graphe. On est toujours gagnant de 21 euros. En revanche, sur nos deux autres positions, alors sur le dollar face au yen notamment, on voit qu'on n'arrive pas à franchir à la hausse la résistance. Ce qui indique que mon impatience tout à l'heure était une vraie erreur. Mais tout reste possible, hein. On est encore on est à 10 pips de notre stop loss. Donc on est à 10 pips de notre point d'entrée et on est à 30 pips désormais de notre objectif. Ceci dit, à 14h30, ça peut vraiment exploser d'un coup. Donc tout reste possible, aussi bien dans notre sens que contre nous. Donc on suivra ça attentivement. AED-USD, alors là je m'étais mis en 1 heure. On est rentré en 5 minutes. On est rentré à la vente pour parler sur une phase de correction. Pour le moment, on a un dollar australien qui résiste assez bien. On est proche de notre point d'entrée, donc pas d'inquiétude également à ce niveau-là. 8,91€ de gain en cours, 1012 € d'équité, on est donc positif par rapport à notre dépôt de départ de 1000 €, et on est d'autant plus positif qu'on a eu 1,5%, soit 15 € de frais de dépôt par 4 qui ont été pris par Active Trades. 14h26, dans 4 minutes on aura la publication US, je vais aller faire un petit tour du côté du chat. Le ratio DAX divisé par le CAC ou inversement. Je suis rentré hier, le ratio était de 1,76
45, là 1,7839, gain pour le moment donc de 1,08%. Alors, commu, donc qu'est-ce que ça indique ce ratio? C'est-à-dire que plus le ratio est grand, plus tu es censé vendre ou acheter le CAC par exemple par rapport au DAX. Est-ce que, bah, voilà, c'est ça que j'aimerais comprendre. Alors, je comprends l'idée désormais, mais simplement, j'aimerais comprendre comment tu interprètes ce ratio, à partir de quel niveau de ce ratio tu peux prendre une position dans un sens comme dans l'autre, etc. Bah, ça peut être intéressant, et je pense que ça pourrait intéresser du monde. Donc, si tu as le temps de le mettre sur le forum, je sais pas si tu as l'envie également, ça peut être vraiment intéressant, je pense. 14h27, dans 3 minutes on a la publication. Alors en attendant, on va aller écouter et on va aller regarder le point bourse qui est réalisé quotidiennement par Décideur TV. Donc je vais regarder ça tout de suite. Alors voilà, on avait le point bourse du 3 janvier. On regarde ça, on a 2 minutes avant la publication de la nouvelle. On écoute ça. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous et bienvenue pour ce point d'analyse chartiste du jeudi 3 février. Aujourd'hui, au programme, un mot sur la paire euro-dollar, le CAC 40, le Stoxx 50 et le DAX 30. Nous commençons donc tout de suite par la paire euro-dollar qui continue d'accompagner les tendances des marchés actions en Europe. L'analyse technique décrit un scénario de pullback sur le support à 1,3722 $, ici en vert sur le graphique. Il s'agit d'un niveau d'entrée à court terme sur le Forex. Lors des prochaines semaines, les analystes visent la zone résistante comprise entre 1,41 $ et 1,4254 $, ici en rouge. Comme anticipé par le graphique de moyen terme du CAC 40, la résistance à 4100 points constitue un obstacle majeur. La progression des cours devient plus lente. Il faudra s'affranchir des 4100 points pour assurer la poursuite de la dynamique positive de fond. Ce niveau sera très probablement franchi de manière impulsive. Les positions longues doivent être conservées avec un stop sous 3910 points. Nous continuons donc ce point bourse comme promis avec un mot sur le Stoxx. Alors j'arrête puisqu'il est 14h29, je me mets sur Forex Factory et je m'apprête à voir mes chiffres. Donc je m'approche, avec le USD, pas de gros mouvement, 14h29, là ça peut partir d'un seul coup. Donc dès qu'il va être 14h30, il n'y a pas eu de grosse anticipation, c'est-à-dire pas de gros mouvement juste avant la publication, comme on l'a parfois, des fois 10 minutes ou 15 minutes avant, on a le début des mouvements, parce qu'il y a des anticipations, etc. Là il n'y en a pas, 14h29, là c'est une question de secondes désormais. Donc la publication de 3 nouvelles importantes relatives à l'économie américaine, qui devraient amener une bonne volatilité. Donc on suit ça attentivement. Allez, 14h29... Pas de gros mouvement, on va se mettre sur l'euro-dollar plutôt dans un premier temps, on va se mettre en 5 minutes puisque ça va bouger. Voilà, 14h30, ça y est. Alors, on va voir si les chiffres ont été publiés. Pas d'énorme volatilité a priori, 14h30 précisément. Alors, on a les chiffres du chômage qui sont à 415, qui sont meilleurs qu'attendus puisqu'ils étaient attendus à 420 000, ils sont à 415 000. Donc ça c'est un bon signe pour l'économie, ça devrait plutôt être favorable à l'euro, donc jouer contre nous a priori, à voir, puisque dans un même temps, au niveau de la productivité non agricole, on est en baisse, donc de la non... Voilà, alors je sais pas exactement ce que c'est que cet indice, alors je vais aller voir du côté de mon calendrier en français. 14h30, les commandes de fabrication, ISM, les coûts salariaux unitaires. Alors, je sais pas exactement ce que c'est que ce chiffre. Voilà, c'était ça, la productivité non agricole. Alors, ce que je comprends pas, c'est que la productivité non agricole est à 2,6%, donc en hausse, ce qui est mieux qu'attendu, et pourtant on me le présente comme un chiffre mauvais pour l'économie américaine. Alors, ça que je comprends assez mal, je vais aller voir ce qu'indique donc mon calendrier à ce sujet. Donc la productivité non agricole détermine la croissance trimestrielle annualisée de l'utilisation efficace des personnes humaines pour la production de biens et services, à l'exception du secteur agricole, quand les entreprises paient davantage pour les ressources humaines. Elles sont susceptibles de transmettre la hausse des coûts sur leurs consommateurs. Le courtier voit l'inflation des salaires comme un indicateur avancé de l'inflation des consommateurs. Une tendance à la baisse a un effet positif sur la monnaie nationale, puisqu'une diminution de l'efficacité est comparable à une augmentation des salaires. Ok, je comprends donc. Donc, a priori, c'est l'euro qui interprète de manière positive cette information, enfin ces informations qui viennent d'être publiées. Donc comme j'avais pu le prévoir, hein, l'euro qui est plutôt une devise qui est corrélée à la bonne santé économique, et le dollar qui est plutôt une valeur refuge, c'est bonne nouvelle relative à l'économie américaine, même si c'est mitigé, hein, puisqu'on voit également Pre-Unit Labor Cost, alors ça je pense que c'est les coûts du coût salariaux unitaire, ouais, sont à moins, alors pardon, sont à
alors un moins 0,6%, alors que c'était attendu en hausse de 0,4%, donc c'est quand même une nouvelle mitigée. Il n'y a pas de volatilité super importante, parce que ces nouvelles sont mitigées, on a quand même du mouvement. On voit grosse accélération haussière qui est quasi immédiatement corrigée sur l'euro-dollar. Il y a du mouvement, c'était à prévoir, moins qu'attendu, je pense. Et je pense que ça n'aura pas d'impact à moyen terme, ça amènera simplement une volatilité à court terme. Mais tout reste à prouver, c'est déjà arrivé que dans les premières minutes, les investisseurs ne savent pas vraiment comment interpréter un chiffre. Et puis finalement, au fur et à mesure, eh bien, on a des investisseurs qui prennent clairement leurs décisions. Alors là, a priori, on a quand même un beau mouvement baissier. Donc ce qui indique que les investisseurs semblent finalement, au vu de deux chiffres négatifs et un chiffre positif, interpréter ça de manière négative donc positif pour le dollar, et donc plutôt comme de mauvais chiffres macroéconomiques. Et donc on a un euro qui souffre, ce qui est très bon pour nous. On a un gain en cours de 35 euros. Alors si on est sur notre position à la vente sur la plateforme FX Pro, on est à 53, donc 98 euros. Alors il faut que je m'apprête à fermer, et là ce sera un bel objectif déjà atteint. Alors 96 euros. Alors je vous rappelle que je cherchais simplement un objectif de 100 euros. D'ailleurs j'ai peut-être atteint tout à l'heure, mais j'étais pas devant la plateforme, c'est pas grave, on va laisser courir. 97 euros. Dès que je suis à 100 euros, je coupe. Donc là, ça peut jouer. On est à 99. Donc c'est rien avec une position de 10 000 dollars. Voilà, ça y est, on y est. Ah mince. Mince, du coup, ça a repris juste avant. Je suis à 96 euros. Je peux pas faire mon retrait, donc je vais devoir reprendre une position. Ça me gêne. Ça me gêne dans le sens où c'est bête, quoi. J'étais dedans. Ah là là. Bon, c'est pas bien grave. Ok. On va. On va attendre une petite phase de rebond et donc du coup j'ai 3,60 € à les prendre. Bon alors avec un capital de 96 euros, les probabilités sont largement dans mon sens, mais je peux encore tout perdre, hein. Euh, Puisque sur ce type de position, je vais vraiment jouer le tout pour le tout. Étant donné que je peux prendre que des mini-lots, je vais pas essayer d'appliquer quelques moyens imagements que ce soit. Donc c'est soit j'atteins mon objectif de 100 euros, soit je coupe tout. Donc j'attends une perte. Alors belle accélération baissière en plus du coup, c'est dommage, je passe à côté. Alors que j'étais dans le trade, bon, c'est comme ça. Par contre, c'est très bon pour notre position sur le compte court terme, avec 50 euros de gain en cours là sur l'euro-dollar. Alors en revanche, on souffre sur les autres paires, quoique AUD-USD, ça devrait bien jouer, hein. Vu l'accélération baissière sur l'euro-dollar, je pense qu'AUD-USD devrait également accélérer à la baisse. Le dollar australien certes, constitue plus une valeur refuge que l'euro, mais tout de même, on a un dollar qui souffre, on a un dollar qui va bien, vraiment très bien sur l'euro face à ce dernier. Donc, je pense quand même on a des chances de corriger sur le dollar australien face au dollar américain, qui est tout de même corrélé, alors pas de manière très précise, mais qui est tout de même corrélé assez significativement à l'euro-dollar. Donc, on va suivre ça attentivement. Alors, en direct sur l'euro-dollar, on est à 1,3717. Notre objectif est à 1,3686. Donc, on s'en approche petit à petit. Ça, c'est bon signe. AUD-USD, donc on a vu moins 1,97€. Et dollar face au yen, là, on a affaire à deux valeurs refuge. On a un dollar qui a du mal à se renforcer face au yen, mais on a quand même pas très loin de notre point d'entrée. Donc, dans l'ensemble, ça va pour nos positions en cours. 1043 euros d'équité en cours, donc ça c'est bon pour notre capital. 38 euros de gain en cours. Sur ce, moi ce que j'ai à gérer là, c'est mon capital sur FX Pro. Je vais attendre, là on a une petite phase de correction qui se met en place. Je vais attendre que cette phase de correction s'affaiblisse un peu. Et je vais prendre une position à la vente pour aller chercher mes 3 euros et quelques restants. Et donc ensuite je ferai mon retrait. Ce sera un bon point. Ça fera 100 euros de gagné. Tiens, voilà, là on a des vendeurs qui reprennent en main de marché. Allez, hop, voilà, prise de position à la vente. Alors, j'ai 3 euros à aller chercher. Moins 1,68€, moins 2 euros en cours. Une équité à 93 euros du coup. Alors là, l'avantage, c'est que je suis vraiment dans le sens du marché, dans le sens du gros mouvement de fond, et que s'ils doivent reprendre en main le marché, je pense que ça sera de manière assez violente, et je pourrais m'en dégager assez rapidement. Alors ça y est, on est quasiment à 100 euros. Alors cette fois, je vais attendre par contre qu'on soit un peu plus de 100 euros. Mais là, j'ai bon espoir. Les vendeurs semblent vouloir vraiment reprendre en main le marché. Ok, 99 euros, voilà, 100 euros, 68. Voilà, on est à 101, donc là, je vais couper. Ok, j'ai mon équité à plus de 100 euros, donc mon objectif est atteint. 100 euros, donc je suis passé de 40 euros de gain par rapport aux commissions, et donc j'ai complété avec le reste. Donc 56 euros en tout, ce qui me ramène à 101 euros, ce qui va me permettre de faire mon retrait, que je vais faire immédiatement. Alors, je vais aller sur mon... Bof, je ferai après l'émission, puisque ça ne va pas vous intéresser particulièrement.
Du coup, on va se... Bah non, on va rester sur les cours puisque c'est intéressant. 41 euros, 1044 euros d'équité en cours. On souffre sur le dollar face au yen, donc le yen apparemment constitue... Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On avait un dollar qui se renforçait face à l'euro puisque c'était une valeur refuge, mais on a un dollar qui souffre par rapport au yen. Ce qui veut dire que le yen est interprété et perçu plus comme une valeur refuge que le dollar. C'est a priori ce que je trouve, ce que je comprends de cette évolution, donc de l'interprétation des investisseurs. Alors ça peut également vouloir dire que le yen est autant une valeur refuge que le dollar, et vu que c'est des mauvaises nouvelles relatives à l'économie américaine, eh bien c'est le dollar qui souffre. Quoi qu'il arrive, on n'a pas touché nos stop loss, aussi bien sur le dollar face au yen que sur le dollar australien face au dollar américain, et ça se passe vraiment pas mal sur l'euro-dollar. On continue d'accélérer à la baisse, 58 euros de gain en cours et 1.3701, donc on est désormais à 15 points de notre objectif sur l'euro-dollar, de notre objectif de 100 points. Donc si on doit l'atteindre, ce sera quand même un point largement positif, 60 euros de gain en cours, donc on laisse courir jusqu'à notre objectif. On est en dessous du second support, on a une grosse dynamique baissière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, des fois les investisseurs mettent quelques minutes avant d'interpréter une nouvelle. La volatilité dont je vous parlais et que j'avais prévu est en cours, est en place. Donc là pour le moment c'est une journée vraiment intéressante et conforme à ce que j'attendais. Donc pour le moment je suis satisfait du déroulement. Alors il restera d'autres nouvelles dans l'après-midi, notamment à 16 h avec l'indice ISM non manufacturier, donc qui est quand même une nouvelle relative à l'économie américaine assez importante que observons pas mal d'investisseurs. Et à 18 h 30 le discours de Ben Bernanke, donc on suivra tout ça. Donc concrètement l'indice ISM, pour en savoir un peu plus, on va aller voir ce qui se dit. L'indice ISM à 16 h. Voilà, de non-fabrication. Alors je vous dis et je vous lis ça. Donc l'index des produits non manufacturiers de l'Institut de gestion des approvisionnements détermine le niveau d'activité des directeurs d'achat dans le secteur des services avec une lecture de plus de 50 indiquant l'expansion. Pour obtenir cet indice, les directeurs d'achat sont interrogés sur différents sujets, notamment l'emploi, la production, les nouvelles commandes, les livraisons, les fournisseurs et les inventaires. Les courtiers regardent de près ces enquêtes car les directeurs d'achat, en vertu de leur emploi, ont un accès anticipé aux données de leur entreprise, ce qui peut être un indicateur de la performance économique globale. Une augmentation de la tendance a un effet positif sur la monnaie nationale. Alors, grosse accélération baissière, on a 10 points désormais notre objectif sur l'euro-dollar à moyen terme. Alors si on regarde comment ça se passe en graphique horaire, on a une très grosse bougie haussière. Notre objectif est sur la moyenne mobile exponentielle de 100. Je vais voir le comportement des cours au contact de la moyenne mobile exponentielle 200, si je vois qu'on hésite trop et qu'on a tendance à vouloir se retourner, je couperai peut-être manuellement pour pas risquer de perdre trop partie de mon trade et de voir un rebond comme ce qu'on en avait eu précédemment, donc lors de la journée du 31 janvier, durant la nuit, un rebond pile sur la moyenne mobile exponentielle 200, en tout cas très proche de cette dernière. En graphique horaire, on a bien notre configuration de rebond qui se dessine. Alors si on reprend le graphique d'après lequel j'avais pris ma position, c'était ici, donc je me mets en journalier, on voit que la zone des 50% fait office de zone de rebond très intéressante, puisqu'on n'a aucune clôture qui s'est faite au-dessus, on a eu des dépassements avec les ombres, mais on a à chaque fois clôturé en dessous de la zone des 50%, actuellement on a une belle bougie de retournement. Donc comme j'ai dit, en plus l'Égypte ça ne peut pas jouer contre nous, ça peut amener que de la crainte qui est bonne pour la baisse de l'euro, puisque le dollar est une valeur refuge, donc pour la hausse du dollar. Alors sur ce, on va laisser nos positions faire ce qu'elles ont à le faire. Elles sont clairement encadrées par les stop loss et take profit. On va regarder la fin du point bourse qui est réalisé par Decider TV. On regarde ça. 50 et le DAX 30. Le schéma graphique est identique sur le futur Stoxx 50 avec une forte résistance à 3060 points qu'on peut voir sur ce graphique ici en rouge. L'objectif est de 3060 points avec un stop de protection sous 2865 points. Comme pour l'indice CAC 40, le débordement des 3060 points sera probablement impulsif et accompagné d'un fort volume de transactions. Et puis pour terminer ce point bourse, le marché action allemand est en avance sur la moyenne européenne. D'un point de vue technique, le futur DAX 30 tend vers la résistance hebdomadaire à 7391 points. Il s'agit de l'objectif de cours du trimestre. Le stop de protection se trouve sous 6925 points. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et une excellente séance. Alors voilà la fin du point bourse, il restait qu'une petite minute. Alors euro-dollar a tendance à se calmer, on est en petite phase de correction, on va regarder ce que ça donne en une minute, donc vraiment à très court terme. Voilà, on a une reprise en main du marché par les haussiers
à très court terme. Alors on va voir comment ça se dessine. On peut avoir une vraie phase de correction, un retour vers les moyennes mobiles exponentielles. À ce moment-là, le retest de la moyenne mobile exponentielle 50 pour les traders très court terme pourrait être un très bon point d'entrée. On attendra cependant que les vendeurs reprennent en main le marché par notamment une englobante baissière ou un signal de retournement. Autrement, on peut avoir une toute petite phase de correction et immédiatement une reprise en main du marché par les baissiers. Là, ça veut dire qu'on a une vraie volonté des acheteurs de prendre en main le marché à plus que court terme et plus que sur un bruit de marché. Et donc on se verra les seuils techniques importants à surveiller. Alors d'ailleurs, si je me place sur mon graphique à moyen terme, non, donc on va se mettre en 15 minutes. Si je me mets en 15 minutes, qu'est-ce qu'on avait? Là, de toute façon, on a vraiment franchi très violemment à la baisse la trendline qu'on avait pu tracer. Alors non, je dis n'importe quoi justement. Alors, attendez. On va voir en 15 minutes. Là, je pense qu'on a quelque chose. On va même se mettre en 30 minutes. Voilà, on a plusieurs choses qui se jouent. Alors, déjà, on avait une tendance haussière qu'on pouvait repérer ici en 30 minutes. Alors, on va regarder concrètement ce qu'il en est. Je pense qu'en horaire, on aura plus d'informations. Par contre, je vais enlever les points pivots. Voilà. Voilà. Je me mets en horaire. Ok. Ça va me permettre de zoomer. Ok. Donc là, en horaire, on va la mettre en vert, celle-là. Ou en marron, peu importe. Voilà. Ok. On va la mettre un peu plus grosse. Voilà. Donc là, vous voyez, on avait une trendline haussière en marron. Donc elle prenait appui. Déjà, elle se formait depuis les plus bas du 10 janvier à 1.28. Et le plus haut de la tendance ont été marqués le 2, donc hier, à 1.3860. Elle prenait appui sur les différents plus bas de plus en plus haut du 12 janvier, puis du 31 janvier. On a franchi clairement à la baisse, et là je pense que c'est validé vu la taille de la bougie baissière. Donc on a une accélération baissière et on a un franchissement des moyennes mobiles. Il ne reste plus que la moyenne mobile exponentielle 200 qui est en noir sur mon graphique. Autre trendline à repérer, celle que j'ai tracée en bleu. Alors je vais mettre un peu plus gros également pour qu'on se repère mieux. Voilà. Ok. Donc là, alors on approche de mon tech profil à 65 € de gain en cours. Les cours sont à 1.3695, donc on a 9 points de notre tech profit pour information. Et donc on a une autre tendance haussière qui se dessinait, plus court terme, qui prenait appui depuis les plus bas du 18 janvier à 1.3250 environ, et sur un second plus bas qui avait été marqué le 31 janvier à 1.3571. Là on est en plein contact de cette zone de support, donc il faut faire attention. Là encore, si je vois qu'on hésite trop à ces niveaux, j'hésiterai pas à couper à la main, à couper manuellement plutôt que d'attendre mon take profit, puisqu'on peut avoir une phase de rebond et une zone de rebond potentielle importante. Donc je surveille ça, et pour le moment c'est un peu le scénario qui se dessine avec une certaine volatilité. Cependant, je vais laisser les cours faire ce qu'ils ont à faire, mais voilà, c'est important de garder ça à l'esprit. D'autant que cette trendline correspond précisément à la moyenne mobile exponentielle de 100, ce qui renforce la force de cette zone de support potentiel. Donc en une minute, on est quand même très bas. Mais je ne vais pas attendre 107 ans, donc si je vois qu'il y a trop d'hésitation, je clôturerai, je fermerai ma position à la main. D'ailleurs, c'est ce que je fais tout de suite. Voilà. Là, il y a la phase d'hésitation, j'ai empoché un très beau gain. Je suis content, donc j'empoche. Balance à 1066 €, équité à 1057. Il nous reste deux positions en cours, donc je peux fermer l'euro-dollar. On va le garder puisque ça va être intéressant à suivre, mais ça va plus nous intéresser dans le cadre de la position en cours. Donc ça nous fait un trade gagnant, donc on sort précisément à 1.37 pardon. Donc 1.37, on était à 14 pips de notre objectif. J'ai pas de regret, puisqu'il y a peut-être une phase de rebond qui va se suivre derrière, donc on verra. Alors nos deux positions sur dollar australien face au dollar américain et dollar face au yen sont perdantes. Ça nous fait une perte en cours de 9 €. On va voir comment ça évolue. Alors c'est très timide. On a l'impression que c'est vraiment l'euro qui a été impacté par ces publications, alors que c'était pas l'euro qui était concerné directement, c'était le dollar. Et par exemple, le dollar australien ne bouge quasiment pas face au dollar, et c'est la même chose pour le dollar face au yen. Alors est-ce que ça veut dire que les investisseurs ne savent pas sur quel pied danser sur ces deux paires et que ça va exploser d'un seul coup? Ou est-ce que c'est vraiment l'euro qui est beaucoup plus faible que le dollar? Vos avis peuvent être intéressants. D'ailleurs, je fais un point sur le chat. Moi aussi, je viens de ramasser au max. Bravo, corporation. Je vais vous lancer une petite analyse vidéo, parce que là je m'essouffle un peu, et donc je reprends le micro juste après, et je ferai le point et je répondrai aux questions qui ont été posées sur le chat. Alors, je vais aller voir ce qu'il y a eu d'intéressant de poster. Alors, on va aller voir du côté des vidéos, on a eu pas mal de choses. Je vais aller voir du côté des analyses des partenaires déjà, tiens. Donc ça, on avait vu. Le point bourse à la mi-séance, c'est pas ce qui va être le plus intéressant.
L'analyse sur l'or, elle n'avait pas été publiée, donc on va regarder l'analyse sur l'or, qui a été publiée par Trello. D'ailleurs, on va voir après les comportements de cette nouvelle par rapport à l'or. On va aller les voir maintenant, et ensuite on se fait l'analyse. Donc très rapidement, juste pour faire le point. Alors je mets sur le gold, voilà, en graphique journalier. Alors théoriquement, ça devrait avoir un impact positif sur l'or. On va regarder à court terme ce que ça donne. Et bien en effet, en 5 minutes, on voit que ces nouvelles sont plutôt interprétées de manière négative. Et donc ici en 5 minutes, on a une accélération haussière, puisque l'or est une valeur refuge par excellence. Alors on regarde l'analyse technique qui est réalisée par Trello, et je vous retrouve juste après. Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour la situation. Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour la situation continue à être assez stressante pour les intervenants. Nous sommes dans une zone de congestion là, et les cours sont coincés depuis maintenant près de 3 séances, 4 séances même, entre la moyenne mobile à 7 séances et la moyenne mobile à 20 séances. La M7 sert de support à ceux qui veulent acheter l'or, et la M20 sert d'épouvantail pour tous ceux qui veulent voir l'or plonger. Regardez un petit peu comme les indicateurs techniques sont contradictoires. Le MACD croît maintenant depuis 3 séances, mais peine à franchir son signal. Peut-être que ce sera pour demain. D'ailleurs, je crois que ce sera pour demain. Le momentum, lui, fait mine de se rapprocher de sa zone de neutralité, mais c'est pour mieux foncer plein sud une fois de plus. Quant au stochastique, eh bien, lui aussi au-dessus de son signal, mais décroissant aujourd'hui. Je pense que le plus intéressant en termes de psychologie des marchés, c'est la forme du chandelier du jour, qui montre qu'il y a eu une attaque baissière assez violente et qui a été contenue et qui n'a pas permis à l'or de clôturer sous sa M7. Donc ça, c'est pas mal pour les haussiers. D'ailleurs, à regarder de près, on voit que les 3 bougies, les 3 dernières bougies, donc celle du 31, du 1er et du second, du second février, se caractérisent par des mèches basses assez longues. Et si on remonte un petit peu en arrière, on retrouve ces mèches plutôt longues sur le 28 et le 27. Autrement dit, ça traduit des ramassages. C'est-à-dire que les plus bas sont systématiquement achetés. Et en comparant avec les mèches hautes, par exemple aujourd'hui ou hier, on voit bien qu'on n'a pas du tout cette longueur de mèche qui montre que cette résistance qui existe sur les supports ne se retrouve pas sur les résistances. Autrement dit, je crois qu'il y en a qui accumulent de l'or là, tranquillement, pour la suite. Alors, sinon, pas grand-chose. Si on s'en tient à ce qui est concret et qu'on ne tire pas de plan sur la comète, nous avons toujours ce double top ici, qui entraîne un objectif ici vers les 1287, tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse de manière franche la ligne de coup à 1378. Et puis toujours ce canal marron dont il faudrait absolument se départir afin d'espérer donc conjurer le sort et retourner visiter les plus hauts. Je ne pense pas que nous soyons mûrs pour une attaque baissière franche, massive sur l'or. Il y a trop d'incertitudes sur le plan géopolitique, sur le plan fondamental, pour que l'or soit abandonné. Mais il est vrai que l'or a beaucoup d'ennemis, à commencer par le dollar. Alors comment trader justement à l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, j'aurais tendance à penser que ce qui a fonctionné depuis 3 séances devrait continuer à fonctionner demain, à savoir sur pénétration de la M7, il s'agirait d'acheter en espérant que l'on réintègre la zone M7-M20 en clôture. Si vous êtes baissier par contre, et vous avez une très bonne zone de short, comprise entre le haut du canal marron et la M20, mais je dirais qu'à l'expérience, les haussiers sont en train de prendre doucement la main, et on verra demain ce que ça va donner. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain. Voilà l'analyse donc sur l'or réalisée par Tradosaur. Alors, je vais faire un point sur le chat. Juste avant, je fais un petit point sur nos positions en cours. Alors, notre position sur le dollar australien face au dollar américain entre en zone positive, ou en tout cas au point d'équilibre. Donc, on a une pression baissière. Ceci dit, on est toujours au-dessus de la trendline, qui sera un point décisif à mon sens. Donc, on surveillera attentivement le comportement des cours à ces niveaux. Et en cas de franchissement, là, on pourrait avoir une accélération baissière. Donc, on suivra ça attentivement. 4,83 € de perte. Donc, là aussi, on s'est pas mal repris sur le dollar face au yuan japonais.
Donc voilà, ça bouge pas mal, il y a de la volatilité, on est pas mal engagé en plus avec 0,09 lots sur chaque paire, donc c'est des positions assez intéressantes à suivre. 1060 € d'équité en direct, un petit coup d'œil sur l'euro-dollar. Alors, eh ben on a une poursuite du mouvement baissier, on a franchi à la baisse le support oblique dont on parlait tout à l'heure, et on a atteint les 1.3675. Donc avec de la patience, on aura atteint le take profit. Ceci dit, j'ai vraiment aucun regret sur ma décision. Parce qu'on avait eu très proche de la zone de support, ce qui est logique, hein, une tentative de reprisement du marché par les acheteurs. J'ai préféré sauvegarder mon gain que de me risquer un éventuel rebond, d'autant que la dynamique de fond est haussière. Je passe à côté de 14 pips et je n'ai aucun regret. Voilà. Donc, on va regarder ce qui se passe. Alors, l'euro-dollar, c'est quand même une belle accélération baissière qu'on a ici. On n'a plus aucune raison de rentrer par rapport à ce compte. Donc, on verra comment on va le gérer ensuite. Mais moi, j'ai bien envie de passer chez ForexPlace rapidement. Donc, peut-être que ce que je vais faire... Alors en fait, pour ceux qui n'avaient pas compris, enfin ceux qui n'avaient pas suivi, l'idée c'était à la base, je prends les positions de 0,01 lot sur toutes les paires avec 1000 €, donc sur 10 paires, et quand il y en a une qui est perdante, j'incrémente de 0,01 et j'en prends une en moins, ce qui fait que mon risque est toujours équivalent à 1,5% de risque maximum pour mon capital. Donc du coup, il s'agit de séries, j'ai réussi à tout fermer sauf les deux dernières sur AUD USD et USD JP, donc il faudrait désormais que j'ai 9 trades consécutifs gagnants pour tout clôturer. Pour regagner et pour avoir une très belle équité, à ce moment-là ça ferait un très beau gain, et pour réussir à en finir avec cette stratégie. Ceci dit, ça va pas être évident, donc ce que j'ai envie de faire c'est de clôturer mes positions, de garder en tête que que je suis à moins 0,09 sur USD JP et sur dollar australien face au dollar américain, de passer chez ForexPlace, d'avoir mon spread de 1 pip sur les majeurs et de reprendre le trade comme ça. Donc ça je verrai après l'émission à ce sujet. Donc moins 6,14 € en cours, deux positions donc ouvertes, on va suivre ça par la suite. Je fais un point sur ce qui est dit sur le chat. Alors sur le chat on a, alors Corporation me demande, tu crois que ça va encore baisser là? Je peux rien dire, j'en sais rien, est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va corriger? Bien sûr, il y a un moment où ça va corriger. Ceci dit, moi j'aurais pensé que ça aurait corrigé plutôt sur le support, sur le contact du support, ça aurait été logique. Donc ça correspondait à moyenne mobile exponentielle 200 en M1. Désormais on est en dessous de ces niveaux, donc non, là je serais plutôt, je pense plutôt que le mouvement peut continuer. C'est ce qui n'exclut pas des phases de correction à très court terme. Et à très court terme, je pense que c'est très délicat de repérer les phases de rebond, quoique là tout à l'heure par exemple on avait une vraie zone de support, mais là désormais il faudra regarder et observer plutôt les bougies, notamment des bougies de retournement avec des angles bandes ou des marteaux par exemple, qui peuvent indiquer un retournement potentiel. On peut avoir des zones de pullback également, reprenant appui sur l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance si on poursuit légèrement le mouvement à la baisse. Mais il reste un beau potentiel baissier, hein. Si on a une grosse bougie baissière et si on a une grosse volonté des vendeurs de reprendre en main le marché, on n'a même pas encore retracé 23,6% de la dynamique haussière qui s'observe depuis le 10 janvier, donc il reste quand même un gros potentiel. Alors en journalier, je vais regarder ce que donne la bougie désormais. Est-ce qu'elle est grosse? Ouais, elle commence à être pas mal. Elle englobe... non, elle englobe pas, elle englobe rien du tout, mais on est plus bas que les niveaux d'ouverture et de fermeture de la nuit du 31 au 2 février, donc du 31 janvier au 2 février. Donc on a quand même une vraie dynamique baissière, une vraie volonté des vendeurs de reprendre en main le marché. Alors là, on a justement peut-être cette zone de pullback qui va se dessiner, donc on va voir jusqu'à où ça nous mène. Alors... sur le chat, il n'y a pas eu énormément de messages postés cet après-midi, donc je vais répondre aux quelques questions quand même. Alors, on avait, je suis rentré hier, c'était un gain pour le moment 1,08%. Si le ratio s'élève, ça signifie que le DAX gagne du terrain face au CAC, que les indices montent ou baissent. Ça peut remonter très fortement aussi. Avec des banques centrales, on voit le tout. Alors, mais justement... Tu dis, Comus, si le ratio s'élève, ça signifie que le DAX gagne du terrain face au CAC. Mais qui est censé rattraper qui? Est-ce que c'est le DAX qui conduit le CAC ou est-ce que c'est le CAC qui conduit le DAX? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Donc ça, ou alors que ça dépend également des jours, ça dépend des analyses fondamentales, etc. Donc comment tu te repères par rapport à ça? En tout cas, pour le moment, ça a l'air de bien aller. Ça fait depuis combien de temps que tu appliques cette stratégie, Comus? Et quels résultats tu obtiens pour le moment? Doud nous dit c'est quoi cette histoire de retrait? Alors rien, c'était sur un autre compte, j'ai expliqué tout à l'heure. L'euro il subit, alors en effet Madge, est-ce que tu en profites toi Madge? Est-ce que tu as des positions en cours? Attendez, on va aller faire un petit point sur le compte commun qu'on a avec Madge. Alors
on avait une position acheteuse hein, sur l'euro face au yen. Et donc, comment on s'en sort? Bah, actuellement, on est perdant de 5,87 €. Donc, 1 euro face au yen qui a dû très largement souffrir ces dernières minutes, hein, comme face au dollar, le yen étant une valeur refuge. Voilà, bah, il y a encore quelques minutes, hein, il y a encore 5 minutes, enfin, il y a 5 minutes, il y a 20 minutes. Donc, juste avant la publication de la nouvelle, on était positif, on était quand même largement moins positif que ce qu'on a été durant la nuit. On a été à 112,85 alors que notre objectif est à 113,34. Là, désormais, on a une grosse phase d'accélération baissière. Notre stop loss est à 111,34. Donc, il nous reste encore une cinquantaine de pips avant d'aller chercher. Alors là, a priori, l'euro continue de se prendre une claque. On va repasser donc sur... On n'a pas d'autre position ouverte hein, sur le compte commun. Sur l'euro-dollar qui marque de nouveau des plus bas. Oh my god, nous dit Corporation. Ah, j'ai parié sur la baisse à 15 € le pips. Je viens de ramasser un max. Ok, bah excellent Corporation. Donc 15 € le pips. Est-ce que tu as eu un money management raisonnable derrière? Parce que bah après si tu as un bon capital, si tu as le capital qu'il faut et si tu as un risque maximum de ton capital engagé sur chaque trade, ça peut être raisonnable et bravo à toi si tu as réalisé 15 pips de profit, 15 € par pip de profit sur la grosse baisse qu'on a eu de l'euro-dollar. On a tout de même eu en quelques minutes là un euro-dollar qui est passé de 1,3764 à actuellement 1,3670, donc une variation de quasiment 100 pips. Bah, si tu as pris 100 pips, ça te fait 1500 €, donc bravo à toi. Après, tout dépend de ton capital, mais j'espère que derrière tu as un money management sérieux, parce que si tu n'as pas un money management sérieux, je pense que c'est une vraie erreur de prendre comme un succès le fait de gagner beaucoup d'argent sur un trade en particulier. Parce que sans un plan de gestion du capital rigoureux, tôt ou tard, tu auras des pertes très lourdes, voire la perte totale de ton capital. J'en ai fait l'expérience, donc c'est pour ça que je dis ça. Après, chaque trader est particulier, mais voilà mon retour d'expérience, ce que je pourrais indiquer. Tu crois que ça va encore baisser là? Alors, et c'est pas fini d'Imagix, moi j'en sais rien, comme j'ai dit. Là on a une espèce de petit pullback, visiblement les vendeurs sont quand même très très agressifs. Le problème c'est qu'on va commencer à être largement survendu. Alors il faut se méfier des signaux de survente quand on est dans un mouvement. Donc là pour le moment c'est hors de question de prendre position à l'achat. Et je pense que même si on a des signaux de retournement, c'est hors de question de prendre position à l'achat. En revanche, en cas de retest des moyennes mobiles exponentielles, là on peut avoir des prises de position potentiellement intéressantes. Moi je les prendrai pas parce que c'est pas dans mon rôle, pas dans mon plan de trading sur ce compte, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. On a Magix qui dit oui à mon avis, je pense que cette correction que l'on a eu un début de semaine, j'ai pas profité de la chute malheureusement. Dommage, Madge, tu as raté la bataille, ouais c'est clair, mais qui passe sa vie, moi qui passe ma vie à la shorter, ça me fait mal. Corporation nous dit, j'ai remis une position à la baisse, mais avec une valeur du PIB plus faible, 5 € du PIB désormais. Ok Corporation. Alors, Magix nous dit, alors attention à pas faire ce que Birdcom appelait de l'overtrading, c'est-à-dire qu'une fois que tu as bien pris un mouvement, il faut savoir accepter ton gain et pas vouloir en chercher trop aussi. Ça, c'est une erreur qu'on retrouve parfois. Alors, pour le moment, ça paye bien, mais une fois que tu as atteint ton objectif, bah, c'est très bien. Le problème, quand tu vas vouloir trop profiter d'un mouvement, c'est qu'à un moment, ça va se retourner. Et bah, parfois, ça peut manger une partie de ton gain, voire ton gain en entier. Il y en a ça peut amener à l'envie de vouloir se refaire et de prendre des positions un peu folles. Etc. Donc se méfier également de ne pas over-trader, donc de ne pas trop vouloir trader, ne pas trop vouloir profiter d'un mouvement. À partir du moment où on a atteint son objectif et qu'on a bien cerné un mouvement, je pense que c'est pas utile de vouloir reprendre position sur le même mouvement. Après, encore une fois, c'est à la liberté de chacun et c'est un retour d'après mon expérience de trader. 1.3659, même plus bas que ça, 1.3658. Donc là, on a une vraie volonté des vendeurs on a une vraie diversité des vendeurs. Là, c'est clair que c'est les vendeurs qui tiennent en main le marché. Ça, on avait vu. Ok. Magix nous dit tu en auras d'autres. Tu shorts à 0.5 lots. Putain, tu dois avoir un sacré compte. Lol. Bof, après, oui, peut-être. Alors, j'espère pour toi que tu as un sacré compte Corporation. J'espère que tu n'es pas dans le cadre. Alors, si tu peux nous en dire plus, je te demande pas la somme précise de ton capital. Je te demande juste si tu as une vraie gestion de money management, donc une vraie gestion du capital, du risque par rapport à ton capital derrière, ou si tu prends une position un peu comme ça. Donc n'hésite pas à m'en dire plus si ça peut être intéressant de discuter money management. Moi ce que je peux dire c'est que le money management c'est plus important que la définition des points d'entrée et de points de sortie. Et je m'en rends bien compte avec ce compte sur lequel j'ai vraiment du mal avec les points d'entrée et les points de sortie. Depuis le début ça a été assez chaotique et grâce à un bon money management on est quand même désormais bien positif sur ce compte, mais c'est pas excellent. On est au niveau de la balance à plus 6,66%.
plus 6,60%, et même plus que ça, parce qu'on a 1,5% à rajouter, donc ce qui est pas mal. Sur le premier à coup, j'ai pris 60 pips sur 15 euros le pips. Ok, bah ça c'est très bon, hein, donc un très bonne... Après j'ai tout coupé. Un très bon profit, donc en euros en tout cas, un profit très intéressant donc pour ce début d'après-midi. Bravo à toi Corporation. Alors là tiens, on a des acheteurs qui semblent vouloir faire un peu de résistance, on l'avait déjà eu auparavant, et à un moment où ça va se retourner, ça peut être intéressant. Donc pour les traders qui ont une approche contrariante, surveillez hein, le moment où les acheteurs vont reprendre en main le marché pour éventuellement parier sur un ralliement de la moyenne exponentielle 50. On verra ce qu'il en est. Moins 12 euros en cours au niveau de nos deux positions ouvertes. On a notamment une position sur le dollar face au yen qui souffre. Et sinon c'est sur AUD USD qu'on est en difficulté. Mais tout reste possible. Donc on va suivre ça attentivement. Alors on regardera ce qu'il en est. Là a priori les acheteurs ont quand même du mal à reprendre en main le marché. Mais si on a une belle bougie haussière, moi personnellement je ne prendrai absolument pas ce trade. Mais on aura des chances de correction. Parce que comme on dit les arbres ne montent pas au ciel, il y aura un moment où il y aura une phase de correction. Et en général, quand on a des gros mouvements baissiers, on a en général également des belles phases de correction, puisqu'on a toujours des excès. Donc ça, repérer ces phases, ça peut être intéressant. Là, on n'a pas eu de signal. Mais si on a une englobante haussière, alors là, il faut s'en méfier tout de même, puisque le dernier signal qu'on avait eu, c'était à 14h41, c'était mauvais. C'est pour ça qu'on dit que c'est toujours beaucoup plus simple de rentrer dans le sens du mouvement. Et c'est ce que je fais, moi, c'est ce que je fais. Je prends toujours position, enfin, j'essaye de toujours prendre position, en tout cas le maximum possible, sur phase de rebond en suivant la tendance. C'est vrai que je prends aussi des positions en fin de tendance. En tout cas, j'essaie de repérer des fins de tendance en repérant des divergences, donc des affaiblissements de mouvement. Par exemple, les plus hauts de plus en plus bas dans une tendance haussière. Donc on va suivre ça attentivement. Qu'est-ce que je peux... J'ai envie de suivre ça, mais en même temps... Voilà, il n'y a pas énormément d'informations, donc je vais aller voir s'il y a des vidéos intéressantes à publier, mais en fond sonore, donc par exemple une chronique, et on surveille en même temps ce qui se passe sur l'euro-dollar, et je couperai si besoin est de la chronique. Mais a priori, j'ai pas ça sous la main. Alors, chandelier de base, ok, ça y a beaucoup de choses qui avaient été publiées. Là, a priori, on a quand même des achats qui commencent à faire de la résistance, hein, donc on a une petite zone de support qui semble se mettre en place. C'est à confirmer, mais on aura éventuellement quelque chose à ce niveau-là. Alors, je vais aller jeter un coup d'œil. On va écouter le point bourse qui est réalisé par boursier.com, donc à la mi-séance. On écoute ça tout de suite. Le marché parisien se maintient dans le rouge à la mi-séance avant la décision monétaire de la Banque Centrale Européenne. Et on commence par Sanofi Aventis qui cède 1,6%. Dernière rumeur en date en provenance du Figaro, le laboratoire français et Genzyme se seraient mis d'accord sur un rachat à 72 ou 73 $ par action, plus un complément de prix de 2 à 5 $. Groupe Partouche est sanctionné ce midi. L'exploitant de Casino affiche une perte nette de 58 millions d'euros en 2010. Il va lancer une nouvelle augmentation de capital de 30 millions d'euros, garantie par Butler Capital Partners. Du côté des hausses, on retiendra à Rexel. Goldman Sachs est passé de neutre à achat sur le titre du distributeur de matériel électrique. Et puis bien orienté aussi Energy Group. Les investisseurs saluent la publication d'un chiffre d'affaires 2010 supérieur aux attentes, dopé par la reprise des investissements publicitaires et par la TNT. Hermès International résiste ce midi en hausse de 0,5%. Le groupe de luxe a publié des revenus 2010 en hausse de 25,4% en données publiées par rapport à 2009. À taux de change constant, la progression atteint 18,9%, au-delà de l'objectif de 15% qui avait été relevé dernièrement. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus se sont appréciés de 27,9%. La marge opérationnelle de la période s'est améliorée de 3 points environ selon le management, contre un objectif de hausse de 1 à 2 points. La croissance du résultat avant impôt devrait dépasser légèrement 40%. Hermès se propose par ailleurs un acompte sur dividende de 1 € par action. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18 h pour la clôture. Alors, ça c'était le point bourse réalisé par par boursier.com. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? On a le point, la situation fondamentale des marchés pour ce jeudi 3 février. On écoute ça, c'est réalisé par THLO. Je crois que c'est pour le site Interactive Traders. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 3 février, à mi-séance de la cotation parisienne. Que s'est-il passé sur les marchés financiers? Débutons par l'Asie. Peu d'activité sur le continent du fait que de nombreuses places asiatiques sont fermées pour le nouvel an chinois.
Ainsi, aucune tendance ne s'est vraiment démarquée. Tokyo a fini ce matin en légère baisse de 0,25% et l'Australie a pris le parti de rester... Tiens, je coupe. Là, on a une bougie intéressante là de retournement, tiens. Pour ceux qui ont une approche, donc là, je pense qu'on a des possibilités, des probabilités d'aller chercher l'ancien support oblique haussier, qu'on pouvait repérer notamment en 30 minutes, par exemple, si on se met ici, là, qui est en bleu marine, pour prendre appui, éventuellement repartir à la baisse, donc s'en servir comme zone de résistance, après avoir servi de zone de support. Donc sur ce, tout reste à prouver. Par contre, au niveau de nos positions en cours, on est largement en difficulté. AUD-USD, on voit une belle accélération à la hausse, donc on sent un dollar australien qui résiste pas mal, qui profite du moindre affaiblissement du dollar pour largement accélérer. Ça, c'est mauvais signe pour nous. Dans un même temps, sur le dollar face au yen, on a un dollar face au yen qui souffre. Tout reste possible, mais on souffre sur ces deux paires. Moins 23 euros, ce qui ramène notre équité à 1043 euros là en direct. Donc on va suivre ça attentivement. Sur ce, on continue à suivre notamment ce qui se passe sur l'euro-dollar. On va regarder ça. Positif avec plus 0,5%. Aux États-Unis, après un vif rebond, les marchés américains se sont montrés hésitants ce mercredi, malgré de bons chiffres sur l'emploi et de nouvelles publications trimestrielles solides. Les indices ont terminé à l'équilibre, le Dow Jones a fini sur un modeste gain de 0,02% et le Nasdaq a cédé tout aussi modestement 0,04%. Les marchés ont visiblement pris le temps de souffler, partagé entre la tentation de quelques prises de bénéfices et des chiffres de l'emploi finalement plutôt rassurants. Notons que ce dernier constitue jusqu'à présent le meilleur argument de la Fed en faveur de la poursuite de la politique accommodante. Sur le vieux continent, le marché parisien a repris son souffle après un bond significatif la veille. Le CAC 40 a fini la séance d'hier sur un léger repli de 0,15% à 4066 points, sur un volume de transactions légèrement inférieur à la veille de 3,7 milliards d'euros échangés sur les valeurs du CAC 40. L'indice parisien a donc conservé l'essentiel de ses gains de la veille. Les secteurs technologiques et bancaires ont contribué à amortir le repli, comme par exemple Capgemini qui gagne plus 3,92%, Atos 2,82%, Ubisoft plus 6%, ou Crédit Agricole plus 1,05%. Ils ont pris le relais du secteur pétrolier qui a pris ses bénéfices sur la dernière vague haussière. Chez nos voisins européens, la haussière s'est poursuivie hier. Londres a gagné 0,7%, Milan 0,6%, Madrid 0,4%, Lisbonne 0,3%, Bruxelles 0,2%, Amsterdam 0,1%, et Zurich et Francfort sont restés à l'équilibre. Pour ce qui est de la situation à mi-séance, la prudence est de mise. Le CAC 40 a ouvert en baisse pour rapidement accentuer les dégagements qui l'ont conduit à céder plus d'1% en début de séance. Néanmoins, le marché est encore relativement calme au vu des volumes de transactions. Les acheteurs ont marqué le pas pour le moment, dans l'attente de deux rendez-vous macroéconomiques significatifs parmi les nombreuses publications attendues des deux côtés de l'Atlantique. Le premier en Europe, avec la position de la Banque Centrale Européenne sur les taux d'intérêt dans un contexte d'inflation dans certaines zones, inquiète. Et le second aux États-Unis, avec les chiffres de l'emploi hebdomadaire américain à 14h30. Pour ce qui est de ma sélection, émise dans mon débriefing en couverture sur Rexel en hausse, le titre a effectivement enregistré une vive accélération en début de séance, gagnant près de 4% dans les premiers échanges, pour ensuite céder du terrain sous le poids de la pression vendeuse du marché. Voilà, bon trade à tous, salut. Voilà donc le point réalisé par interactivetraders.com, je crois que c'est ça, alors 2 petites secondes. Voilà. Alors interactivetrader.fr, pour faire plus simple, je vais vous copier le reste du lien sur le chat. Voilà, vous l'avez. Alors mince, je me suis trompé. Oh là là. 2 petites secondes, je vous le reposte. Voilà, interactive-trader.fr. Ok, donc ça, je vais l'effacer de toute façon. Ok, donc je vous poste le bon lien, voilà, c'est fait. Par rapport à notre euro-dollar, on voit la phase de correction qui se dessine. On s'approche de l'ancienne résistance, de l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance. Ça paraît assez proche, mais en fait, vu la volatilité qu'on a eue, c'est vraiment loin en termes de pips. Dans le sens où là, par exemple, les plus bas qu'on a marqués, ils étaient à 1.3656. Si on veut rallier l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance, on va rallier 1.3690. Donc ça fait quand même 34 pips, ce qui n'est pas rien. Là, on a une petite phase de correction. Je pense que c'est encore du potentiel et je pense que la vraie zone de résistance se dessinera à partir de cet ancien support. Donc à surveiller. Pour l'instant, pas de prise de position à la vente, je pense. C'est pas le moment, sauf si on a une vraie bougie d'accélération baissière, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Par contre, au contact de cet ancien support, là, je serais très attentif au moindre signal de retournement pour éventuellement prendre une position. Alors moi, je le ferai pas du fait de ce compte, mais si j'avais les positions à prendre, là, ce serait vraiment un des points d'entrée intéressants. Donc là, je laisserai les cours continuer à faire ce qu'ils ont à faire jusqu'à cette zone de résistance potentielle, qui coïncidera avec la moyenne mobile exponentielle 50 en plus. Hein. Moins 20 euros en cours au niveau de nos deux positions, donc dollar face au yen et AUD-USD. Bon, on hésite, on est quand même proche de nos stop loss, c'est pas super bien engagé, on va suivre ça. Quelques questions sur le chat. Alors, je vais pas profiter de la chute malheureusement, ça on avait vu. Corporation qui nous dit, j'ai remis une position, ok ça on avait vu, tu vois on en aura d'autres. Tu short à 0.5 lots, tu dois avoir un sacré coup. Magic qui rigole. Bah, sur le premier coup, j'ai pris 60 pips à 15 euros de pips. Après, j'ai tout coupé et j'ai remis une position à 5 euros. Ça, on avait vu. Doud nous dit Fabien, tu appliques quoi comme money management dans tes positions? Alors, Doud, j'avais expliqué mon money management à plusieurs reprises. Je pense. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire des vidéos non temporelles, c'est-à-dire des vidéos pas durant les lives, donc des vidéos que je mettrai sur YouTube, pour expliquer la stratégie en cours, le plan de money management en cours, et la stratégie et le plan de money management, c'est tout. Par rapport à la stratégie et par rapport aux prises de position sur le compte réel utilisé pour les émissions en direct. Parce que c'est vrai que les questions reviennent souvent, c'est pas évident à expliquer, donc autant que je le fasse une bonne fois pour toutes. Mais là, je vais l'expliquer encore une fois. C'est une stratégie d'incrètement. Donc je commence avec un capital de 1000 euros. Je me fixe un risque maximum de 1,5% au niveau de toutes mes positions en cours. Donc ça veut dire qu'avec 1000 euros, je prends 15 euros de risque maximum, que je peux gérer comme je veux. Donc au début, je prends 10 positions de 0,01 lot, avec un stop loss à un objectif de 20 pips, ce qui correspond environ à un risque maximum de 15 euros si je perds toutes mes positions, ce qui est très peu probable. Ensuite, si j'en ai une de perdante, par exemple sur l'euro-dollar, la prochaine sur l'euro-dollar sera de 0,02. Mais pour garder un risque de 1,5% maximum, je ne vais pas reprendre une position sur une des autres paires. Donc si par exemple j'arrête de prendre ma position sur le dollar australien face au dollar américain de 0,01 lot, ça me laisse donc la possibilité de prendre 0,02 lot sur l'euro-dollar. Et ainsi de suite. Et donc là j'en suis venu à tout clôturer puisque je vais fermer ce compte pour aller chez un autre broker. Mais il me reste deux séries de trades, donc deux paires différentes à gérer, qui sont sur le dollar australien face au dollar américain et sur le dollar face au yen. Où je suis à 0,09 lot sur ces deux paires. D'ailleurs ça c'est une erreur dans mon money management, je devrais en prendre qu'une à la fois et je prends les deux en même temps. Alors que normalement, vu que j'ai que 1000 et quelques, je ne devrais pas dépasser 0,11 lots au niveau de l'ensemble de mes prises de position. Voilà pour répondre à ta question. Alors, ça j'avais vu. Corporation nous dit, eh bien voilà, la nouvelle tendance euro-dollar est annoncée. Alors, la nouvelle tendance, tu veux dire tendance baissière moyen terme, c'est ça Corporation? Alors, est-ce qu'on peut parler d'une tendance baissière? Pas pour le moment, simplement une grosse bougie baissière. Mais c'est clair qu'il y a de la volonté et on a des chances d'aller chercher au moins 23,6%, voire 38,2% avant une éventuelle reprise du mouvement haussier. En tout cas, à court terme, c'est clair que la tendance à très court terme est baissière. Hein. Là, en une minute, on voit l'accélération baissière. Là, les cours ont repris appui sur, pas vraiment sur un niveau spécifique. Si on prend les plus hauts et les plus bas du mouvement, on va regarder les Fibos. On voit que le rebond sur la Malibu exponentielle 200 était très précis en une minute ici. Ça, c'est intéressant. On prend pas appui sur quelque chose pour rebondir ici. Ça peut avoir deux indications. La première, c'est vraiment que les acheteurs n'ont aucune force et que les vendeurs reprennent immédiatement en main le marché sans même attendre une zone de résistance. Ça peut également vouloir dire que c'est une phase d'hésitation qui va se mettre en place et une espèce de période de range. Donc on va suivre ça. Alors dans ce contexte, moi ce que je privilégie, c'est une prise de position sous les précédents plus bas et non pas au cours actuel. Parce que là, je suis pas sûr de la zone de rebond. Alors que si on aurait été sur les moyennes mobiles exponentielles 50 ou sur l'ancienne support qui pourrait jouer un rôle de résistance, là j'aurais pris position sur ce type de figure de retournement, c'est-à-dire 3 bougies baissières d'affilée avec une certaine amplitude. Là je placerai un sell stop en dessous des 1.3656, donc à 1.3654 ou 1.3655 par exemple, pour jouer la poursuite du mouvement et le breakout, et donc une poursuite de l'explosion baissière. 15h16, il y a de la volatilité, en plus à 16h on a d'autres nouvelles qui seront publiées. Merci pour l'explication, pas de souci Doud, j'espère que j'ai été assez clair. Donc là on vient de voir la situation des marchés. Ce qui peut être intéressant, on va regarder, je sais pas ce qu'il y a de plus intéressant. On peut regarder l'avis de Gilles du site boursercoté.com sur l'ensemble des paires majeures. Donc on regarde ça tout de suite.
Bonjour CQ91, voici l'analyse technique des principales. Bonjour CQ91, voici l'analyse technique des principales paires Forex pour la journée du 2 février 2011 pour le site boursicoté.com et nous sommes mercredi. Aujourd'hui donc signal que nous avions un peu prévu sur la paire euro-dollar, puisque hier je vous avais signalé ici une forte zone de surachat ici, puisque nous avions un RSI en surachat stochastique. Et puis je vous avais dit en cas de retournement du MACD, eh bien, il y aurait une petite consolidation à prévoir. C'est ce qui est arrivé, même si la consolidation est un peu moindre que ce que j'attendais. J'attendais un retour ici sur les 1,5750. Nous n'y sommes pas encore, puisque le précédent, le plus bas de cette séance se situe à 1,3767 sur mes cotations. Donc pour l'instant, petite consolidation. On vient ici rechercher une zone qui correspond au précédent plus haut. Nous y sommes presque à quelques pips, puisque si on zoome un petit peu sur cette zone de cotation, on voit bien qu'il n'y a plus grand chose. On voit ici que la pression haussière commence à reprendre, puisqu'on a l'apparition ici d'ombres basses relativement importantes par rapport aux tailles de corps. Donc la pression haussière commence à remonter. Les indicateurs sont encore un peu hauts, donc il y a peut-être encore un petit potentiel à aller chercher pour jouer ici la consolidation. Mais la tendance de fond reste bien haussière, donc on reste toujours dans le même flux au niveau des indicateurs. Alors au niveau des paires de devises, c'est très intéressant ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que hier je vous ai indiqué beaucoup de zones de surachat et survente, je vous indiquais donc des fortes probabilités de retournement. Et bien nous allons voir que sur quasiment toutes ces paires de devises, nous avons eu une application assez prévisible, puisque en fait si nous regardons au niveau du dollar australien par rapport au dollar américain, eh bien nous avons un peu le même genre de configuration, puisque je vous avais indiqué ici une zone de surachat. Je vous avais dit que donc on attendait un retournement du MACD pour jouer la consolidation. Et bien c'est tout à fait ce qui s'est passé, puisqu'après ici un test de la résistance des 1,0150, et bien nous avons stagné, ce qui nous a permis ici de croiser et de commencer à lancer un signal baissier. Le RSI a commencé à sortir sa zone de surachat, le MACD s'est retourné et on a eu droit à une petite consolidation ici qui est venue descendre quasiment sur les 1,0050, puisque nous avons marqué un plus bas à 1,0055. Donc ici, petite consolidation que l'on aurait pu prévoir. Alors, pour ceux qui sont un petit peu adeptes de ce genre d'approche, eh bien, il y a un signal tout à fait intéressant que j'ai indiqué à quelques membres. D'ailleurs, certains s'en sont fait la spécialité. Je ne les nommerai pas, ils se reconnaîtront, je pense. Alors, vous voyez ici cette bougie que nous avons en forme d'étoile filante. Eh bien, si vous regardez bien, elle est totalement en dehors des Bollinger. La bande de Bollinger supérieure étant ici la ligne violette qui passe en biais fortement haussière. Et bien lorsque nous avons ce genre de bougie avec une situation de surachat marqué, puisque nous avons ici un RSI en surachat, un stochastique qui croise sa ligne de signal, on attend un retournement du MACD, et en général ce genre de signal nous donne une consolidation. Alors on va voir que ce genre de configuration est souvent respectée, mais qu'elle ne l'est pas toujours. Comme je le dis souvent, l'analyse technique est un calcul de probabilité. Nous allons voir que les probabilités des fois sont prises à défaut. Si nous regardons l'euro-yen, alors l'euro-yen, nous n'avons pas grand chose, puisqu'après la remontée ici on est venu se stabiliser ici sur le retracement des 23,6 et on a du mal à remonter. Donc pour l'instant pas grand chose à dire sur cette paire de devises. Au niveau du dollar-yen, mouvement intéressant, puisque ici, suite à l'échec de sortie par le haut, nous sommes venus ici, nous avons cassé donc le support des 82, et bien nous sommes revenus chercher un autre support, le support des 81,40, qui a provoqué un rebond. Alors encore une fois, sous l'impulsion ici d'une forte survente, même si le RSI était affleurant par rapport à la zone de survente, on avait un stochastique qui était bien marqué. Encore une fois, nous avons attendu un retournement du MACD et les cours sont remontés pour revenir chercher quasiment ici les précédents plus bas qui s'étaient transformés en résistance, puisque ici pour un plus bas que nous allons mesurer à 81,91, le plus haut de cette bougie pour l'instant, alors que le mouvement n'est pas terminé, se situe à 81,85. Donc il manque 5 pips si on arrondit, puisque nous avons 858.
C'est vraiment des mouvements qui sont assez prévisibles. On est quasiment revenu chercher ici la zone de support qui va certainement devenir résistance. Alors il faudra voir hein, si le mouvement n'est pas interrompu entre-temps. Mais vous voyez ici le retournement du MACD a été très net et a provoqué une zone de pullback, hein, puisque nous revenons ici près du support que nous avions cassé. Et puis alors, pour nous faire mentir, nous avons eu un exemple sur le câble qui n'est pas venu, hein, puisque je vous indiquais là aussi sur le câble une zone de surachat assez forte, puisque nous avions ici un RSI en surachat, stochastique en surachat. Et comme dans tous ces cas-là, on attend un retournement du MACD pour jouer la consolidation, sauf que là, la consolidation n'est pas venue. Vous voyez, on a quitté la Bollinger, mais on a continué à monter. Donc voilà, quand on parle de probabilité, c'est ce à quoi il faut s'attendre. Les probabilités sont faites pour avoir des pourcentages, mais dans les pourcentages, même si nous sommes à 90%, il faut accepter que des fois nous soyons aussi dans les 10, et donc c'est le genre de signal, malgré un fort taux de probabilité, que nous pouvons avoir perdant. Donc c'est un parfait exemple, hein, puisque nous avions eu beaucoup de devises qui ont respecté les probabilités, mais aujourd'hui, cette paire-là ne l'a pas fait. C'est dire donc si la pression est haussière, hein, puisque suite à la cassure ici de la résistance baissière que nous avons eu avec la sortie donc de cette zone de consolidation. Je rappelle qu'ici nous étions venus non loin des 50%, si on élargit un peu la vue. Voilà. Nous sommes sortis du trend, ici zone de consolidation, et nous commençons à remonter. Bon, c'est typiquement un mouvement de continuité de tendance. Alors si on supprime le Fibo et qu'on cherche à aller rechercher ici un nouvel objectif, on peut tracer un Fibo inverse pour aller rechercher les extensions. Donc on prend ici le plus haut de la tendance, ici on prend les points bas et on s'aperçoit que les extensions de Fibonacci, hein, comme il est expliqué dans la vidéo des retracements de Fibonacci dans la section apprendre indicateur, eh bien on voit que nous avons un objectif ici à 1,6248 qui correspond à 161,8%. Et bien avec un plus haut sur cette bougie à 1,62,30, nous sommes quasiment arrivés à l'objectif, il ne manque que 18 pips pour y arriver. Donc on verra si on y arrive tout de suite ou s'il faudra une zone de consolidation avant. Mais vous voyez que les Fibonacci ici peuvent nous donner, si on prend les extensions inverses, des objectifs qui sont, ma foi, par rapport à ce mouvement assez significatifs. Donc pour jouer ce genre de signal, on attend une cassure ici des 100%. Et s'il y a une cassure des 100% qui correspond en plus ici à un quasi-mouvement de retournement de tendance, eh bien nous pouvons avoir un objectif inverse qui est tracé sur les extensions. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse Forex des principales paires de devises. Continuez à m'envoyer toujours vos suggestions sur cette analyse, sur cette vidéo, pardon. Et puis quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, toujours une bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques du Forex. Merci et bonsoir à tous. Voilà donc le point de vue et l'analyse sur les paires majeures réalisées par Gilles du site boursicoté.com. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, salut Karim, salut Big Kick, je ferai le point sur ce qui est sur le chat après. On voit on est sur l'euro-dollar, on voit que justement ce que je disais tout à l'heure là se réalise dans le sens où on a eu une reprise en main légère du marché par les baissiers, mais qui n'a pas été suffisante et donc désormais on corrige et on s'approche de la moyenne exponentielle 50 qui elle se constituera une zone de résistance plus intéressante, l'idéal étant encore une fois un retest de l'ancienne zone de support. On n'y est pas encore. Moins 15 € en cours au niveau de nos positions. Ça bouge peu. C'est pas excellent, mais c'est pas non plus super mauvais. On est à peu près à mi-chemin entre notre point d'entrée et nos stop loss. Donc tout reste possible sur ces deux positions. Donc c'est plus très intéressant. 1050 € d'équité en cours. On a fait un très beau trade à la baisse aujourd'hui sur l'euro-dollar. À moyen terme avec du coup combien ça fait 86 pips d'engrangés. Ça fait suite à une belle position également sur l'euro-dollar. L'autre jour, on avait eu 121 pips d'engrangés. Donc dans l'ensemble, c'est très bon. En ce moment, à moyen terme, c'est plus difficile à court terme. Même si j'ai bon espoir. Donc du coup, moi, je vais vous laisser. Alors attendez, je cherche ma position sur euro-dollar. La dernière, elle était où? Voilà, elle était ici. Donc 87 € et 62 € à moyen terme. Ça, c'est bon. Et c'est ce qui fait qu'on est positif d'ailleurs sur le compte donc de 1000 €. Donc autre chose à préciser... rien de spécial, là je vais terminer l'émission, je fais le point sur ce qu'il est sur le chat, n'hésitez pas à laisser vos idées de trade, vos analyses, etc. Je regarderai ça également, et puis on terminera là-dessus. Ça paraît compliqué, les 10 positions, merci pour l'explication. Alors compliqué, non, je pense qu'il n'y a aucune stratégie qui est vraiment compliquée, le tout c'est de la maîtriser, et de comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose. C'est pour ça que je me sens bien avec ces stratégies,
qui jusqu'à présent, alors aujourd'hui c'est pas vrai, on commence à avoir des bons résultats, ne donnait pas des résultats excellents. D'ailleurs pour le moment ça donne pas des bons résultats non plus, puisque le fait que je sois largement positif désormais, enfin de plus 6%, c'est lié aux positions moyen terme et non pas à la stratégie court terme, mais malgré tout je reste confiant. Je pense que ça va aller avec cette stratégie. Et l'avantage c'est que le risque est maîtrisé, et ça c'est très important pour moi. Si un niveau super important de la semaine... Alors si c'est un niveau super important de la semaine dernière, Fab, 1.3656 et 1.3580. Alors pourquoi Madge, qu'est-ce que tu as à 1.3656? On va regarder ça. Alors 1.3656 c'est ici. Alors on va aller voir, on va se mettre en graphique horaire. Je vois pas de point 1.3656. Ok, oui, je vois. Alors c'était une zone de support ici. Pardon. Voilà, donc on avait une espèce de zone de support, voilà ici, donc sur lequel les cours revenaient prendre appui. On voyait des bougies qui accéléraient en dessous, mais qui clôturaient toujours au-dessus de cette zone de support. Donc en effet, on a une zone de support potentielle ici. Et 1.3670, alors non, pardon, et 1.3580, c'est d'après Madge. Bah donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces zones? 1.3680, je l'ai ici. C'est aussi une zone de support, mais c'est quand même pas super flagrant. Donc qu'est-ce que tu avais toi comme niveau particulier sur ces seuils? Match, tu peux nous en dire plus? Ça peut être intéressant. Salut tout le monde, alors salut Big Kick, The Comeback Karim, salut Big, bah hop. Désolé pour les lives les mecs, mais je suis tout le temps dehors en ce moment. Je cherche une voiture pour ma femme, dit Karim. Bah y a pas de souci. Magix, on revient sur les 1.37 on dirait. Short à 1.3837, clôture à 1.3670. Bah écoute, excellent Karim, t'as pris quasiment toute l'amplitude du mouvement, donc bah, c'est vraiment excellent, bravo à toi. Maj nous dit, dilude de marché, c'est bon pour la santé. Short à 1.3810 en cours. Ok, donc tu l'as toujours actuellement Karim. Lol, c'est bon, plein le dos, ça fait 3 ans qu'on marche, ok. Bien joué, cible 1.36, 100% du Fibonacci du dernier mouvement. Donc 1.36, donc voilà, ouais, ça nous ramènerait, alors pas tout à fait à 100%, mais ça nous ramènerait quasiment au retracement de tout le mouvement qui avait pris ses plus bas le 31 janvier à 1.3570 et ses plus hauts le 2 février, donc hier, durant la nuit du 1er à hier, à 1.3861. Ça on avait vu, donc cible à 1, support 1.34, support majeur. Alors qu'est-ce qu'on aurait à 1.34 si je dézoome ici sur l'euro-dollar en 1 heure? 1.34, bah 1.34, alors oui en effet on a un support parce qu'il y avait un plus bas ici le 20 janvier, cependant au niveau des Fibos c'est proche des 50%, donc ça peut être une zone de rebond intéressante, mais je sais pas si cette zone précisément sera importante. Pourquoi pour toi les 1.34 sont une zone décisive Karim? Alors certes on a eu des retests plusieurs fois, mais il s'agit plutôt pour moi d'une zone de rebond que vraiment des 1.34, donc bah, si tu peux nous en dire plus, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas vu, ça peut être intéressant. Ça on avait vu. T'as fait que de shorter depuis la semaine dernière, lol. Merci, oui, oui, soit short ou alors attendre. Ça fait longtemps qu'il est commencé live. Oui, ça fait 1h30. Bah attends, je vais dire ça précisément. Ouais, ça fait 1h41, donc oui, ça fait un bon moment maintenant. Il est préférable pour moi d'attendre. Pour moi, la journée est terminée. Ok, bah excellent, Corporation. Qu'est-ce que tu as fait avec ta position de 5 € le pips? Est-ce que tu es sorti ou est-ce qu'elle est toujours ouverte? Puisque tu dis que ta journée est terminée, je suppose qu'elle est clôturée. En tout cas, je pense que tu as fait une très belle journée. Bravo à toi, Corporation. Tu as su prendre tes gains, donc bah, c'est une très bonne chose. L'idéal serait de le retest des 1.3770 pour en faire une belle résistance maintenant qu'il a échoué en tant que support. Peut reprendre un gros short et voilà, 1800 € de gain today. Bah écoute, bravo à toi, Corporation. Bah, tu ne nous as pas parlé de la taille de ton capital, j'espère que tu as bien respecté un plan de gestion du risque raisonnable. En journalier, regarde Fab, 1.34 c'est une grosse zone de support et résistance, alors je vais me mettre en journalier. Bah, j'ai d'ailleurs mon graphique journalier, alors 2 petites secondes, je ferme mon cadre terminal, voilà. Alors, pardon, 1.34, donc je vais aller repérer ça, 1.34... 1.34, je vais l'avoir ici. Pop. Voilà. Et donc ça correspond au 38.2 de retracement de la dynamique baissière qui avait été liée à la crise de rien du tout, au plus haut de novembre et au plus bas de ce début d'année. Donc 1.34, on a une zone d'équilibre, mais une zone de rebond, je vois pas forcément. Alors si on avait eu un double top sur cette zone des 1.34, c'est vrai, assez récemment.
donc au mois de décembre. On a eu plusieurs appuis qui ont été pris dessus, donc en effet, oui, c'est quand même une zone de rebond potentiel, que ce soit résistance au support, comme tu me l'as indiqué. Ok, bah merci beaucoup à toi, Karim. Il est chaud, Fab, 3 lives depuis lundi. Bah, normalement, c'est ça, hein, c'est un live par jour de toute façon, donc oui, là, ça va reprendre à la normale. C'est juste que bah, j'avais déconné ces derniers temps, c'est pas vraiment de ma faute, j'étais très occupé, mais là, ça reprend à la normale. Alors, euro-dollar, on voit à 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a une reprise en vente du marché par les vendeurs, là, tout de même. Donc, une prise de position à la vente peut être pertinente, là. Après, ça peut être excessif. Donc, pas d'overtrading, etc. Comme j'ai dit, pour moi, le meilleur moyen de jouer, là, actuellement, le rebond. Là, le deuxième rebond était intéressant, quand même. On était proche de la moyenne exponentielle 50. On n'est quand même pas allé la chercher. Donc, pour moi, toujours, le meilleur moyen de trader, là, c'est de trader le breakout avec un sell stop sous importance 56. Dernier petit point sur nos positions en cours, on est à moins 11 €, donc ça s'est pas mal repris. Et donc bah, vous pouvez suivre ça comme toujours sur MyFXBook, juste à droite du chat sur lequel vous discutez avec moi pour le live, et donc en bas à droite du cadre de diffusion de l'émission, vous avez un tableau qui s'appelle suivi des stratégies, vous avez toutes les stratégies, tous les comptes, donc soit les robots ou les comptes réels, que ce soit le mien, celui avec Madge ou le compte commun, dont on publie les résultats, qui sont mis à jour en direct, etc. Donc vous pouvez suivre nos positions, tout est 100% transparent. Voilà, écoutez, bonne journée à vous, à bientôt sur videobourse.fr. Merci pour votre soutien, merci pour votre participation, vous étiez nombreux et c'est sympa quand il y a du monde qui parle, quand il y a de l'échange, etc. Et n'hésitez pas à venir participer en audio aussi à l'émission, c'est toujours très intéressant quand on a plusieurs intervenants, plusieurs avis. Allez, ciao!